L'une des notions les plus déroutantes et sujette à controverse en matière de football est la règle du hors-jeu. S'il n'y a pas de hors-jeu, c'est le sport le plus bête qui puisse exister. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur To Go, l'application foot la plus tendance du moment, et je ne dis absolument pas ça parce que je suis payé pour le dire. Je me présente, Hugo Capeller, très heureux de présenter ce podcast. J'essaierai d'animer cette émission aussi bien qu'un enroulé de Paoletta, mais si je suis aussi mauvais qu'Everton ou Sousa, il faudra évidemment me le dire. Vous avez déjà l'habitude d'écouter de nombreux podcasts sur To Go comme celui du lundi, le hors-jeu 100% foot international, avec Julien Cazard, Philippe Auclair et toute la bande. Eh bien, un nouveau podcast fait son apparition ce jeudi 22 août 2019, le hors-jeu Capital, un podcast consacré au seul club sur Terre où certains de ses fans échangeraient volontiers Amara Djané contre Neymar Junior, j'ai nommé le Paris Saint-Germain. Tous les jeudis, on reviendra pendant une heure sur l'actualité du PSG, que ce soit sur les terrains ou hors des terrains, avec des débats, des stats, de l'humeur, de l'humour et surtout des mecs sympas. Et justement, ces mecs sympas qui vont m'accompagner aujourd'hui, je vais vous les présenter. Tout d'abord, un petit tour de table à ma gauche, c'est le directeur de la rédaction de Paris United. Mais c'est également celui dont on pense qu'il avait pour principal informateur Unai Emery, alors que toutes ces infos viennent simplement du fait qu'il est le demi-frère de Nasser Al-Khelaifi, Mousse, qui est avec nous. Salut Mousse. Salut Hugo, salut tout le monde. Très très heureux de vous retrouver pour ce podcast 100% PSG. Écoute, ta petite description te va ? Ça te va ? Ça me va. Ça te convient ? Ouais. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas te vexer. Non. Ça ferait Al-Khelaifi, c'est pas mal. En face de toi, à ma droite, un autre membre de la rédaction de Paris United. Il a fait 2000 km en moins de 24 heures pour interviewer avec son magnifique accent picard Yuri Berchiche. À peine 21 ans, il a déjà écumé toutes les rédactions parisiennes. J'ai nommé Clément Pernia. Salut Hugo, j'espère qu'on n'entendra pas trop l'accent picard aujourd'hui, mais bon. Ah écoute, fais un effort, on est en radio. On va faire attention. Et pour terminer la bande, il interviendra régulièrement avec nous. De qui parle-t-on ? Eh bien de celui qui a mis la Ligue 1 sur un piédestal pendant 6 ans sur J+1. Celui qui a même payé de sa poche pour acheter les droits de la D1 féminine sur Canal parce qu'il adore ça. Celui qui a pêle-mêle stoppé la carrière d'Ali Hamada, ne s'est toujours pas fait péter la gueule par Stéphane Ruffier et fait passer Jean-Michel Aulas pour le plus gros des Macs. Monsieur Julien Cazard est avec nous. Merci. Bravo. C'est une très belle définition. Ça te va aussi Tout est pratiquement vrai. Moi je m'inspire que des faits réels. Ah bah le foot féminin c'est ma vie. Je sais. C'est toute ma vie. Pour regarder J+1, on sait que c'est ta passion. J'adore ça. Et donc avec l'équipe, on va revenir. Très heureux, mais merci de m'avoir invité. T'es content, très heureux d'un peu entre guillemets d'être un peu le parrain de la première. Bah voilà, c'est ça. Tu vas nous aider, tu vas nous pousser. Bon, je sais que d'habitude t'es plutôt à ma place en tant que présentateur. Ça te dérange pas. Tu sais, ça fait moins de boulot, quoi. J'ai été longtemps à cette place déjà que j'ai moi. je suis pas encore habitué à être le boss. Hein. Ça va, je suis encore un bouffon. Bon, ça va alors. Avec l'équipe. Donc j'ai ma place dans certaines équipes de Ligue 1 quelque part. Ah, tu veux nous dire lesquelles ou t'attends un peu avant de découper Toutes. Toutes. Voilà. À part le PSG quand même. Ah oui, mais quoique en ce moment. Dans un autre style. Non, mais chacun son style de bouffon. On a chacun le bouffon d'un autre. T'as bien raison de le préciser. Dans les cages du PSG aujourd'hui, tu irais ? Non, mais moi j'aime bien. En plus, moi j'aime pas trop sortir. Je suis un peu casanier comme Areola. C'est un mec, lui, il sort pas. Non, moi je serais pas. Il aime bien rester chez lui, sur sa ligne. Une hygiène irréprochable. Ah ouais, bon, les mecs on n'arrête pas de dire que les mecs sortent. Lui, au moins, il sort pas. Ah voilà, t'es sûr. Ça, c'est sûr. Et donc avec l'équipe, on va revenir en première partie justement sur la défaite dimanche dernier du PSG contre Rennes. Je peux vous dire que même 4 jours après, on a des choses à dire sur le match, notamment sur la prestation collective et même sur les choix de Thomas Tuchel. Ensuite viendra le temps de se projeter sur ce week-end et la prochaine rencontre, dimanche soir, 21h au Parc contre Toulouse, pour la 3e journée de Ligue 1. Et pour faire une transition entre la partie terrain et le mercato qu'on abordera évidemment pour parler du cas Neymar et des autres dossiers, on a pensé à une petite rubrique sympa, comme tout, qui s'appelle le 1-2, on vous expliquera ça tout à l'heure. Et donc on terminera sur l'émission par notre partie mercato et l'épineux cas Neymar, ainsi que le reste des dossiers, le poste de gardien notamment, les latéraux, et même possiblement Dybala. Il reste 10 jours, il peut encore se passer plein de choses avec Leonardo, vous êtes d'accord ? Ah bah, c'est pas Antero Henrique qui reste plus dans le sens des départs que dans le sens des arrivées, mais bon, on verra. On espère qu'il se passera pas trop de choses non plus. Vu la presta de dimanche, j'espère quand même un peu moins. Et donc, on revient sur la défaite du PSG dès la 2e journée de Ligue 1. Rennes PSG 2-1. Vous savez qu'il fallait remonter à la saison 2011-2012, soit le premier match du PSG sous l'ère QSI pour retrouver trace d'une défaite aussi rapide en Ligue 1. Est-ce que vous saviez ? Face à Lorient. But d'Alain Traoré, c'est ça ? Non, c'était le but de Julien Garcia. Julien Garcia, oh là. Tu vois ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un Julien dans le foot, à part Julien Ferret. Il a pas fait une très longue carrière, mais écoute, il a marqué contre nous quand même. Lorient, c'est l'équipe du mois d'août, tu sais. Oui, on perdait toujours contre eux. Il y avait Fiorez en face, Rafik Saifi, je crois. Est-ce que vous sauriez dire à l'équipe du PSG en 2011 déjà l'attaque, c'est Ménez, Gamero, Pastore.
Alors, c'est pas mal. T'as Non. Oaro Gamero, Menez. Pastore, il est Pastore pas. était sur le banc. Il venait d'arriver. Ah oui, il est Sissoko sur au le milieu, banc. non? Non. Baudelaire. Non. Il y a On a un petit- Matuidi déjà. Ouais. Et un Sirigu. autre Français. Sirigu dans les cases. Sirigu Il y a- Chantôme. Clément Chantôme. Clément Chantôme. À gauche, qui on a? Un Brésilien qui a marqué l'histoire du PSG, lui, pour le coup. Un Ah, Brésilien. Néné. Néné. Mais, Et en défense, Oui, c'est ça. on a sur le on flanc a droit- Jallet déjà. pas Voilà. plus Camara. Non. pas Papus Camara, un Français et un Serbe. Bisevac. Bisevac, Ah ouais, oui, et, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Et un Français. c'est pas- Sylvain Armand. Sako. Sako. Ah, Mamadou Sako, ouais. Sakho, Et on ouais. termine l'équipe par le meilleur, l'arrière gauche. Siakatine. Sakatiene, ah bah, Qu'est-ce qu'il le est génie, bon. le génie. Qu'est-ce qu'il est bon, Clément. Bon, écoute, on s'éloigne un peu du match, donc on va revenir sur justement la défaite. Il y avait une contre vraie Rennes. raison de perdre un match pour le coup là. C'était Sakatiene, Ah, bah, c'est sûr que là- Bisevac, Et dans les buts, on avait qui Chantôme, Sirigu. Sirigu, Parce que Salvatore. Duchesne se blesse en début de saison. Totor qui a retrouvé la clé d'armoire à pattes, il paraît. J'ai vu des photos. Je crois qu'il a passé les vacances avec Eden Hazard. Ouais, c'est ça. Apparemment, il a bien porté sur la. Donc, on va revenir sur justement la défaite de Rennes. On s'égare parce que dès qu'on parle du PSG, on peut partir n'importe où. Clément, toi, tu voulais revenir justement. Un truc qui t'a marqué, c'est l'animation défensive qui t'a déplu contre Rennes. Ouais, bah le problème de Tourelle, c'est qu'il nous a habitués à mieux en termes d'innovation tactique. Là, depuis mars dernier, même depuis l'année dernière, il joue avec un 4-4-2 amovible, c'est-à-dire qu'en phase défensive, Marquinhos remonte en double pivot aux côtés de Verratti, et on a une défense à 4. En phase offensive, Marquinhos recule, ce qui fait qu'on a une défense à 3 et les latéraux peuvent monter et apporter davantage. Là, Tourelle, il nous a inventé un nouveau truc contre Rennes, c'est-à-dire qu'en phase offensive, on avait toujours la défense à 3 avec des latéraux qui ne servaient à rien, parce que Meunier, bon, on en reparlera, n'a pas été bon. Ah, je sais que t'as un petit Et problème avec en Meunier. phase défensive, Marquinhos ne remontait pas. Il restait derrière, ce qui a laissé Verratti tout seul en milieu. Et Comme ce il qui- avait à côté de lui un fantôme en Voilà. plus, donc. Julien Draxler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu Thiago Silva et Abdou Diallo sortir au pressing sur les porteurs du ballon, et ça a créé, les mecs étaient perdus. Diallo et Silva, jamais ils ont fait ça. D'ailleurs, plusieurs fois dans les duels, ils se sont fait effacer. Marquinhos, il voyait que c'était le bordel, il savait pas trop s'il fallait rester derrière, reculer. Et d'ailleurs, c'est cette problématique qui a amené le premier but de Nyang. Donc l'animation défensive a été complètement cata. En plus, je l'ai déjà dit, les latéraux n'ont rien apporté, c'est-à-dire que la défense à 3 n'a servi à rien du tout. Donc sans parler du gardien, on y reviendra, qui on y a reviendra tout à montré l'heure. qu'il n'avait pas les épaules pour être numéro 1 au PSG. Ce qui fait que Tourelle s'est complètement planté sur l'animation défensive. Et c'est une donnée qu'il va falloir revoir dès Toulouse, parce que sinon il va pas faire long feu sur le banc du PSG, je pense. Mais d'ailleurs, pour aller un peu dans le prolongement, toi, Julien, ce qui t'avait saoulé, c'est le positionnement de Marquinhos en 6. T'aimerais bien qu'il retrouve son poste Mais oui, originel non, mais en défense centrale. En fait, moi au début, Tourelle, moi j'étais fan. Hein. Je dis le mec, tu lui dis n'importe quoi, il arrive à faire une équipe avec. C'était l'anti-Emery pour moi, c'est qu'il s'adaptait pas du tout à un truc un peu posé pour pas avoir d'emmerde. Lui, il s'est dit moi je prends des risques, je mets Bernat au milieu, Alves, j'ai pas de milieu, je me démerde. Donc là, tu te disais, il avait des excuses et il se débardait avec, parce qu'il avait une espèce d'aura et il avait le mojo. Et Manchester United, ça a été pour moi à la fin, et c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune. Pour moi, il bloque. C'est-à-dire que là, pour moi, il est en boucle dans sa tête. Il n'est plus du tout cohérent. C'est plus du tout Thomas Tuchel. C'est-à-dire que là, c'est un type qui veut manger sur son match contre Manchester United, qui pour moi est un leurre. Et moi, même après le match, la première chose que je me suis dit, j'espère qu'il va pas penser que avoir annihilé Pogba, ça veut dire que Marquinhos, c'est son poste. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un coup. C'est comme si tu disais, putain, en fait, Eto'o, il aurait toujours dû être arrière gauche. Regarde contre le Barça. Non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'était parfait là parce qu'il fallait juste, il y avait leur meilleur joueur, c'était cette espèce de mec-là que tu pouvais faire tilter facilement parce que Pogba, il est facile à faire tilter. Donc, tu lui mets un défenseur central sur la gueule pendant tout le match. Sauf que c'est un défenseur central. Il a fait un boulot de défenseur central. Ah, il a gardé, il a pas lâché. Et la deuxième connerie, c'est Draxler, dont on a dit qu'il avait fait un match extraordinaire et à Naples et Manchester. Et en fait, Draxler, il se cache. Quand il est au milieu de terrain, il fait des passes latérales, des passes en retrait, il prend aucun risque. Le seul mec qui pivote et qui prend la balle et qui va vers l'avant, c'est Verratti. Et comme tu le disais, Clément, il y a des moments, tu regardais le terrain d'en haut, tu voyais que il était isolé au milieu de 4 mecs, Verratti. Draxler, il était pas là parce qu'il faut arrêter. Draxler n'est pas un milieu défensif, c'est un offensif. D'ailleurs, ses meilleurs matchs, il les a toujours fait quand il était ailier gauche, voilà, un peu libre. Et donc, en fait, tu mets 2 mecs pas à leur poste. Ton meilleur défenseur central, tu le mets milieu de terrain. Tu dis, mec, déjà, t'as un club qui doit regagner de la stabilité. Mets ton meilleur défenseur central, tu vois. Parce que sinon, on prend Rudy Garcia, tu vois. C'est-à-dire que Sakai, il joue à gauche, Sarr, il joue derrière, machin, il joue, tu vois, Payet, il joue numéro 9, et c'est la fête. Non, mais, donc moi, je pense que Tuchel, là, en fait, il est plus dans la réflexion, il est dans, et c'est dire, non, j'avais raison, et il veut bloquer là-dessus. Non, j'avais raison. Moi, c'est ça qui me fait peur. Moi, je m'en fous qu'on ait perdu contre Rennes. Des matchs comme ça, toutes les équipes en font début de saison, même t'es nul, t'es pas de rythme, et tout ça. Je suis pas du tout inquiet. Moi, c'est l'entêtement de Thomas Tuchel avec un truc
qui ne marche plus depuis 6 mois et qui donne l'impression que il bloque. Tu sais, il est en boucle. Ah ouais. Voilà. Moi, ça me fait un peu tu flipper. le vois par ses conférences de presse et autres d'ailleurs, qui répètent un peu toujours les mêmes choses. C'est toujours un problème. On n'arrive pas à faire des éliminations en 1 contre 1. Depuis qu'on a plus Neymar, on trouve pas de solution dans le jeu. Il a tendance un peu à se répéter. Oui. Toi, Mousse, tu voulais plutôt justement parler un peu dans le prolongement de ce que disait Julien, c'est Draxler et aussi l'animation offensive qui t'a déplu. Ah bah Draxler, Julien il a tout dit. Hein. C'est-à-dire que Draxler, Unai Emery, c'était lui qui l'avait essayé au milieu, parce qu'on avait pas mal de soucis sous Unai Emery avec les milieux de terrain. Donc effectivement, Draxler il est à l'aise au milieu de terrain quant à la possession du ballon, quand en face c'est faible et Quand on ça va à 2 à pas. l'heure, comme le match contre Bordeaux. Là tu le trouves génial. Tu te dis waouh. Quand il n'y a pas de rythme, quoi. Mais même je crois que les premiers matchs où Emery l'avait mis dans cette position, on disait waouh quelle trouvaille. C'est dit contre Bordeaux, un match contre Bordeaux qui marchait. On disait c'est un génie Emery, il trouve des solutions, il fait avec ce qu'il a. Mais en vérité, c'était un leurre parce que encore une fois, quand en face t'as rien, bah, évidemment il se balade. Tu vois, personne l'agresse, donc il se balade, il fait des passes tranquille. Là, ce qu'on a vu contre Rennes, mais c'est scandaleux. Il a abandonné Verratti au milieu, donc ce que disait Clément tout à l'heure, parce que on voyait que Marquinhos se mettrait entre Diallo et Silva, et t'as le pauvre Verratti qui se démerdait tout seul. Alors il l'avait dit lundi, Julien, on parlait du jeune Rennais de 16 ans au milieu, on disait c'est un génie, il a mangé le milieu parisien. Oui, mais ils étaient 3-4 sur Verratti à chaque fois. Parce que lui, tu le mets tout seul face à Verratti lui fait 5 petits ponts, hein, et l'autre il retourne au vestiaire. Hein. Et quand même, t'avais Kamavinga et Grenier, c'est pas les mecs les plus robustes, hein, donc En plus, donc moi je suis d'accord avec Julien, c'est-à-dire que quand tu mets Draxler plus haut, d'ailleurs son meilleur match c'était face à Barcelone au Parc sous Unai Emery, sorti de là, moi j'ai pas compris, tu fais venir Sarabia qui lui aussi est un joueur polyvalent, donc qui peut s'intégrer dans un milieu à 3. Toute la saison dernière tu chiales en demandant des mecs fiables et tu continues à mettre Draxler. Alors, petite précision pour ceux qui ne le savent pas, Draxler, Kehrer, Choupo-Moting et Thomas Tuchel ont le même agent. Voilà, je ne peux absolument pas croire à cette théorie. Je passe la parole à Hugo. De l'agence, c'est l'agence Rogon et c'est Roger Witterman, l'agent. Pour rebondir à ce que disait Mousse, déjà, je sais pas si vous vous souvenez, le premier match de Draxler au PSG, c'était à Rennes déjà. Il avait marqué. Il avait mis une demi-volée. Il avait mis pas une demi-volée sur une passe. Et sous Unai Emery, à son arrivée, Draxler, il jouait ailier gauche. On avait Di Maria à droite et Cavani devant. Il jouait pas dans un milieu à 3, il jouait ailier gauche. Et c'est là où il a fait ses meilleurs matchs. À Rennes, d'ailleurs, il avait été très bon. Contre Barcelone, au match aller, il jouait ailier gauche. Parce que notre milieu, c'était Rabiot, Verratti et Matuidi. Donc c'est à ce poste-là qu'il est véritablement bon. Et c'est vrai que pour revenir sur ce que disait Julien sur l'état d'esprit de Thomas Tuchel, moi je pense que là où on a pu comprendre qu'il était dans un état d'esprit de vouloir dire j'ai raison, c'est juste après le match retour contre Manchester où il parle d'accident. Ouais. Il parle d'accident. Jamais de la vie, c'est un accident. Parce qu'en plus, il a pas l'expérience du Paris Saint-Germain, lui. Il sait pas que nous, c'est pas un accident. C'est au bout d'un moment, quand ça fait 25 fois que tu prends le mur, c'est que tu as envie de prendre le mur. Et il a dit avec son si bel accent, mais avec moi, c'est la première fois. Mais non, c'est pas la première fois. C'est pas l'accent allemand. Là, c'est l'accent espagnol. Ça, c'est Maurice, hein. Avec moi, c'est la première fois. Ça, c'est mieux. L'accent allemand, c'est ça. C'est un peu plus dur. Il a dit, c'est la première fois, mais c'est. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. T'as mis pas mal. Ah bah attends, j'ai fait clown. C'est pas ton métier par hasard. Je crois. Oui, il y a aussi une stat aussi. Je voulais parler de devant parce qu'il y a aussi Cavani qui a certes marqué un but, mais bon le ballon. Qui tu dis? Comment ça? Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Ça va me revenir. Un Uruguayen. Ah oui. Cheveux longs. Jean-Michel Cavalli. Qui a marqué sur un but donné par Da Silva qui lui fait une passe décisive sympathique. Faut le mettre quand même. Faut le mettre. Faut la mettre. Faut suivre et faut la mettre. 9 sur les 9 tirs du PSG, seulement 2 cadrés, dont le but de Cavani qui est donné, et il y avait une tête sur le poteau de Cavani, il me semble, mais bon, quand c'est le poteau, c'est pas cadré. Non. Ouais. Donc c'était, je sais il y même avait plus le centre tir d'Mbappé, c'est peut-être ça qui a été comptabilisé. Donc voilà, c'est pour aussi traduire le manque d'efficacité du PSG, qui contre Nîmes, ça n'avait pas été marquant parce que Nîmes c'était très faible. Et Mbappé aussi avait beaucoup repiqué dans l'axe, donc ce qui avait permis aussi d'avoir plus de mouvement, un peu plus de rythme. Là, on n'a rien vu devant. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais c'était quand même très très faible. À part Mbappé qui changeait un peu le rythme, devant c'était très faible, très lent. Sur le terrain, on avait quand même Di Maria, Draxler, Cavani, Mbappé. Et on peut pas, ce coup-ci, parce que c'est souvent l'excuse du côté du PSG, parfois à raison, surtout au Parc, on peut pas accuser Rennes d'être resté dans leur camp, dans leur surface. Rennes a proposé du jeu. Et avec ces 4 offensives-là, et les 2 latéraux Bernat Meunier qui sont censés apporter un surplus. Moi, je compte pas Draxler.
vu qu'il a traversé le match, honnêtement. Normalement, t'es censé quand même proposer du jeu. Et là, en fait, on est inoffensif du début à la fin, quoi. Bah parce que t'as pas de milieu. Donc à un moment donné, c'est toujours pareil, c'est que tes offensifs, à part si t'as un joueur type Neymar, ce que j'appelle type Neymar, ce que n'est pas même pas Di Maria, c'est-à-dire un gars qui va à un moment donné vraiment prendre la balle au milieu de terrain, à la hauteur de Verratti, et qui va t'amener le danger, comme il a fait même dans les matchs importants à Liverpool, c'est sur les fins de match là. C'est-à-dire ce truc-là qui va provoquer, qui va emmener une vague. En fait, les autres joueurs sont des accélérateurs, mais ils amènent pas une vague. Donc comme t'as pas de mec au milieu, t'as Verratti qui est obligé lui de compenser tout, t'as personne qui fait cette vague-là, donc en fait tes 3 mecs devant, à part une balle qui vient de loin, et c'est logique qu'ils aient pas la balle. Enfin, c'est logique que tu ne sois pas dangereux, parce qu'à part une accélération d'Mbappé, t'as pas un gars qui amène une vague avec lui. Mais ça peut être n'importe qui, que ce soit Neymar ou Sarabia. Ça aurait pu être Draxler, hein, justement. Enfin, normalement, ça aurait dû être lui. Draxler, mais Draxler, il a pas les épaules. C'est-à-dire qu'il faut du coffre quand même pour avoir ce type de milieu qui transperce une ligne, qui casse une ligne. On l'a déjà vu faire, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, mais c'est que parfois il a quand même fait des bons matchs au milieu. Alors effectivement, l'opposition en face, c'était souvent pas terrible, mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de lancer, qui a une belle qualité de passe, etc. Ouais, mais je peux redire, il y a un truc qui me dérange par rapport à Thomas Tuchel. C'est-à-dire que là, on peut dire qu'il y a du monde. Enfin, on a des joueurs, on en a des joueurs, on a un peu, même s'il en manque. Tu vois, par exemple, sur le banc, il y a Choupo-Moting. Alors, Choupo-Moting, on rigole, mais donc le mec, c'est un attaquant. Il est sur le banc et t'es mené au score. T'as un problème en attaque. Tu vois que ton attaque elle ronronne, ton attaque. À aucun moment, il n'est question qu'il rentre sur le terrain. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à quoi ça sert? Mais quelqu'un d'autre. Parce que en vrai, le message, il est terrible. T'as un mec, c'est un attaquant, mais même s'il est nul, tu vois, Divock Origi, il est nul, ouais, ben, au final, il rentre, il sert à quelque chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Choupo-Moting ne le met pas. Parce que t'imagines, c'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que Mbappé se blessait, Cavani se blessait, ce qui est arrivé des fois. Et Choupo-Moting ne rentre pas. Ouais. J'ai dit, mais il aurait préféré mettre Dagba ailier droit que de faire rentrer Choupo-Moting. Non, mais même dans d'autres matchs où, tu sais, à un moment donné, on n'avait pas d'attaquant, il avait préféré mettre un autre mec en attaque et Choupo-Moting sur le banc. Mec, donc, ne le mets pas. C'est terrible ce que ça raconte. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu peux te permettre d'avoir un mec qui sert à rien. Le seul attaquant que t'as en soutien, il sert à rien. Il est pas une option. Et moi, je trouve que ça raconte quelque chose. C'est grave. C'est-à-dire que mets un mec du centre de formation, on s'en branle, mais ne mets pas un mec dont tu te dis, Julien, non, il rentrera pas. À l'époque, beaucoup n'avaient pas compris le fait que Tuchel fasse venir Choupo-Moting et prête le petit Weah, par exemple, au Celtic, parce que le petit Weah, en vérité, c'est pas scandaleux s'il fait une année sur le banc et je pense que c'est un joueur. Je pense que c'est un joueur qui aurait apporté plus de solutions que Choupo-Moting. Oui, mais à la limite, c'était bloqué, tu vois. Oui, mais dans ta logique, à la limite, si lui il dit moi Choupo-Moting dans son profil il me plaît, admettons. Mais sauf que lui n'y croit pas. Ah oui. Si à la limite on disait il croit à un mec qui est nul, bon, il a le droit. Mais nous il y croit même pas. C'est lui qui l'a fait venir quand même. Et il ne le fait pas jouer. Ou bien Julien, il a vraiment sous-estimé le niveau de la Ligue 1 et il s'est dit Choupo-Moting pour la Ligue 1, on est large quoi. Ouais, mais on est bien, tu vois ce que je veux dire. Un truc tout con, mais c'est vraiment banal. Mais en fin de match contre Rennes, on balançait des ballons dans la surface. Ah oui, mais avec Choupo-Moting, déjà, t'as plus de solutions pour prendre le ballon de la tête. C'est te dire à quel point il compte pas dessus. Voilà. C'est ça que je te dis. C'est que dans un match comme ça, à un moment donné, tu mets une solution offensive, te tentes un truc. Mais lui, il s'est échauffé au début pour rigoler, et puis après, il est reparti. C'est le seul qui se chauffait plus. Il y a aussi le cas Ressé qui ne... c'est pareil, finalement. Parce qu'il a fait tous les matchs de préparation, il est rentré sur le Mais est-ce qu'un Ressé sur le banc, c'est scandaleux? Moi, je trouve pas. Il est là. Autant l'utiliser. Enfin, je veux dire, face à des équipes comme Nîmes, tu vois, les équipes bien regroupées, bon, c'est un mec sur un côté qui se débrouille avec un ballon quand même, tu vois. Ça n'est pas une option. Ouais, c'est que t'as deux mecs qui sont là, qui ne sont pas des options. C'est grave. Mais c'est des mecs grassement payés, quoi. Ouais, mais il y a surtout, il y a pas d'autres solutions sur le banc. On a fait partir Moussa Diaby, Timothy Weah. Qui c'est qui reste devant à part Choupo-Moting? Il y a personne. Après, c'est pour ça, c'est que je pense qu'on en parlera après pour le mercato. Pour moi, la saison, entre tout le bordel qui se passe, c'est pour ça que j'ai du mal à avoir un avis franc là maintenant. Je pense que c'est très compliqué tant qu'on n'est pas au 2 septembre. C'est con, mais l'affaire Neymar, au-delà du fait qu'il joue pas, t'as l'impression que sa saison, elle est pas démarrée. Tout le monde a démarré la saison sauf le PSG. À Lyon, ça y est, ils ont démarré leur saison, ils sont à bloc. Nous, le seul truc qui nous intéresse, c'est pas ce qu'on va faire contre Toulouse, c'est est-ce que Neymar va se barrer, est-ce que Dybala va venir, est-ce qu'on a un arrière droit. En fait, finalement, cette équipe, même si elle est compétitive, je pense qu'elle n'est pas du tout dans la compétition. Et elle a encore la tête ailleurs. Voilà. Moi, j'aurais un vrai avis sur l'équipe le 2 septembre. Parce que là, si tu veux avoir un avis, s'il le faut, il y a 3 mecs qui vont arriver, tu sais pas. Surtout que quand tu vois les questions posées d'après-match, notamment Thiago Silva qui répond encore après le match contre Rennes, c'est toujours la même question sur Neymar, pas sur le jeu, pas sur la défaite. C'est limite, on est plus centré sur l'avenir de Neymar que vraiment. De toute façon, Tuchel, il parle plus de jeu, il parle plus de tactique, il se plaint constamment. Voilà. C'est pas comme ça. Le premier match, il parle d'Herrera, il dit qu'il est pas content qu'il soit blessé, qu'il se blesse avant la reprise du championnat. Il était pas content pour Kerrer non plus. Ensuite, après Nîmes, nous on était contents nous. Ouais, c'est vrai, rassuré.
Après la défaite de Rennes, il se plaint d'avoir perdu encore une fois Thilo Kehrer. Donc là, en même temps, il met une cartouche à Meunier. Donc non, on le reconnaît plus. Franchement, Thomas Tuchel, on le reconnaît plus depuis la défaite de Manchester. On a l'impression que c'est son frère jumeau, mais c'est pas Thomas Tuchel. T'as l'impression qu'il a pris 20 ans dans la tronche, quoi. Et il arrive en conférence de presse, il est déjà fatigué. Pourtant, c'est comme dit Julien, c'est le début de saison. C'est pas très très grave de perdre un match contre Rennes. D'autant plus que là, il a quelques circonstances parce que donc il perd Herrera. Gueye, il avait une semaine d'entraînement dans les jambes. Il n'allait pas prendre le risque de l'aligner directement. On verra le match contre Toulouse dimanche. Bah, tu vois, par exemple, Gueye, il est très sympa, Gueye. Mais tu vois, Mbaye, qui pourtant a l'air d'être un mec un peu plus fantasque, lui, il est revenu de vacances plus tôt pour bosser physiquement. Tu vas venir au PSG, c'est comme Eden Hazard. Moi, il est sûrement très bien, Gueye. Ça aurait été malin de perdre une semaine de vacances et de venir te préparer pour être prêt. Après, il a fini quand même tard. Il a été jusqu'en finale de la CAN, donc il lui fallait des vacances. Il joue avec qui, Mbaye? Oui, excuse-moi, j'ai pris le bon exemple exprès. En face, il y avait un mec. Oui. Après, moi, je lui tire pas dessus parce que ça a l'air d'être un bon mec et puis c'est qu'un match. Mais bon, voilà. Moi, je te dis, même Thomas Tuchel, si le 2 septembre, une fois qu'il a son équipe, il a la même attitude, c'est toujours pareil. Là, c'est. Après, il sait que Leonardo, il a un 22 long rifle posé sur sa tempe. Ça c'est sûr. Et qu'il y a Allegri qui attend derrière. Il a une épée de Damoclès et il a déjà grillé une cartouche en tout cas Rennes. On va passer au thème Alphonse Areola si vous le voulez bien. Alors justement un peu dans le prolongement de ce que tu disais Mou sur ses conférences d'après-match à Tourelle, il a déclaré justement après Rennes à propos du gardien français: non, je ne peux pas confirmer qu'Alphonse Areola sera le numéro 1 tant que le mercato est ouvert. Chaque joueur doit montrer ses qualités, Alphonse y compris. C'est un peu, pour moi, c'est un peu catastrophique niveau com, parce que quand même, la solution la plus plausible, c'est que tu fasses toute l'année avec Areola en numéro 1. Pour la confiance, c'est pas génial, quoi. Déjà que tes défenseurs devant sont pas très rassurés par tes prestations. Toi, t'es gardien, t'es Areola, tu te dis putain, même mon entraîneur, il veut pas de moi, quoi. Mais Hugo, le discours, il a évolué parce que pendant la préparation, il avait fait fuiter que finalement, ça allait être Areola le numéro 1 toute la saison. Et on a su très vite que ça a négocié pour un départ de Trapp. Il y avait deux clubs, il y avait Porto et Francfort. Et là, surprise, la défaite contre Rennes, il nous annonce que tant que le mercato est ouvert, il peut pas annoncer qu'Areola est numéro 1. Mais il a raison, vrai, malheureusement. Oui, mais le discours a évolué. Mais moi, personnellement, si Areola, il est perturbé par ça, c'est pas grave, bonhomme. Il y a d'autres clubs. Parce que je moi, veux dire garantis qu'il est perturbé par ça. Lopez. Bon, il a une tête de con, tout ça, machin, tout ce qu'on. Mais n'empêche que Lopez, lui, tu peux lui mettre n'importe qui, s'en bat les couilles. Il est pas fragilisé, lui. T'as vu ce que l'autre il a balancé derrière je viens pour Tatarusanu. Ouais, je suis en numéro 1 bus, je suis pas numéro 2. Perturbé Lopez, s'en fout complètement. Enfin, il l'a pas perturbé, il a toujours pas prolongé. Oui, mais est-ce que tu l'as vu perturbé? Moi, je l'ai pas vu. Non, il a fait des gros matchs. Non, mais il s'en fout. Moi, je vois un mec que quand on lui dit pas t'es le plus beau, il fait pas dis pas le plus beau. S'en fout, mec. Justement. Toi, t'arrives, tu dis, moi, je suis pas numéro 1, moi. Je vais vous montrer que je suis numéro 1. Et la première balle en l'air, tu fous les 2 points, mec, et tu déglingues tout le monde. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est la mentalité. Moi, même s'il avait loupé un peu la balle, moi, limite, une boulette, moi, les boulettes de gardien, ça me fait moins chier que l'attitude. Tu vois, il y a des mecs, quand ils prennent un but, ils ont une tête. C'est comme Letizy. La tête qu'il avait quand il prenait un but. Non, lui, il rigolait. Non, lui, il souriait. Il rigolait là. Bon, voilà, il y a des mecs. Voilà, c'est pareil. En fait, t'as l'impression qu'il est amorphe, il y a pas de réaction, quoi. Ouais, donc, si tu veux, c'est que moi, si vraiment ça l'a perturbé d'entendre qu'il était pas encore numéro 1, mec, salut. Non, mais, remettons en question. Encore heureux que quand t'as qu'un gardien et que non, c'est le numéro 1, puis paf, Keylor Navas arrive, tu dis quoi? C'est quoi que c'est pas mieux encore dire? Alors, en fait, j'ai réfléchi, c'est pas vrai, c'est l'autre. De toute façon, puis il y a peut-être des mecs qui vont dire ah ouais mais là on l'a perdu psychologiquement si jamais Navas se blesse. Mais mec, si t'es perdu psychologiquement dès que t'es pas mis dans les, mais dégage. Joue pas au PSG quoi. Mais ouais, il y a plein de clubs super. Villarreal, c'était très bien pour lui. Tu vois, à un moment donné au PSG, il faut qu'on arrête de penser nous qu'il faut chouchouter les mecs pour pas qu'ils soient vexés. Et ça, je pense que Leonardo, il va amener ça. On en reparlera tout à l'heure avec le cas Neymar. Moi, je pense que Neymar, au-delà de l'argent, je pense Leonardo, il est en train de faire payer la nouvelle politique du PSG. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il est en train de montrer avec Neymar que le prochain qui arrive, t'imagines ce qu'on a recalé Neymar, tu vas pas nous faire chier, toi. Je pense que c'est aussi ça. Pour revenir à Areola, je pense qu'il y a aussi un problème de niveau de sa part. C'est-à-dire que lui, comme plein de jeunes du PSG, à un certain moment, ils ont été surcotés. On en a fait des grands joueurs par avance. Quand il était à Bastia, quand il était à Villarreal, dans nos têtes, on s'est toujours dit, et les médias ont toujours dit, lui doit être le futur gardien du PSG. Depuis des années, ça dure, ça. Pour le fantasme, parce qu'il est français, parce qu'il est formé au PSG, etc.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il est revenu. Donc, il y a eu... Non, Sirigu n'était pas là, mais quand Trapp est arrivé, Areola était en doublure. Là, on a commencé à se rendre compte que finalement, Trapp était un peu au-dessus d'Areola. Encore que Trapp, il en a fait des conneries. Et là, on se retrouve avec Areola. On s'est retrouvé avec Areola et Buffon. Et au final, plus les années passent, plus on se rend compte qu'il n'a pas la stature d'un numéro 1. Et même lui, je pense, subit... Il progresse pas, surtout. Voilà. Lui, je pense qu'il subit ce statut et cette pression inhérente et qu'on lui met depuis des années sur ses épaules parce que c'est Alphonse Areola qui doit être un jour le numéro 1 au PSG. Et je pense que, en fait, le PSG et lui sont les deux premières victimes de cet état d'esprit qu'on s'est mis dans la tête par rapport à Areola. Mousse, t'as des infos en interne. Moi, j'ai eu 2-3 retours qui disaient qu'il progressait plus parce qu'il faisait plus autant d'efforts pour progresser. Parce qu'il était, voilà, pour lui, il était comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs, si Leonardo s'est séparé de beaucoup de jeunes. Nkunku, tu veux dire, par exemple. Non, mais c'est des mecs qui ne progressaient plus parce qu'à un moment donné, c'est bon. Tu vois, ça, c'est le problème des jeunes à Paris, c'est qu'à un moment donné, ils progressent plus parce que comme on les met, on est tellement comme tu disais, Clément, dans le fantasme du ça y est, on a des mecs du centre de formation, dont tout le monde se fout dans les autres clubs, hein, nous, on a obnubilé par ça. Mais en fait, voilà. Et donc, du coup, les mecs, je pense, au bout d'un moment, ne progressent plus. Et c'est pour ça que c'est important que des mecs comme Colin Dagba se rendent compte qu'il faut qu'ils lâchent pas. Parce que sinon, au bout d'un moment, ils deviendront mauvais. Vu la confiance que Tourelle apporte à Meunier, Dagba, il est pas très loin dans la hiérarchie des arrières droits. Mais c'est ça. Là, quand tu vois que Meunier il est sorti à la 55e contre Rennes pour mettre Dagba, c'est que ça traduit clairement un manque de confiance pour le latéral belge. Après, pour revenir sur Areola, c'est Emery qui l'installe quand il arrive en 2016. Il l'installe en tant que titulaire parce qu'il l'a vu quand il était coach à Séville. Il l'a vu évoluer pendant son année de prêt à Villarreal. Ensuite, il revient. Il tranche. Emery tranche. Il choisit Areola à la place de Trapp. Trapp, c'est Blanc qu'il avait fait venir pour mettre Sirigu sur le banc. En fait, je parle bien de la période de QSI depuis 2011. Il y a eu une très très mauvaise gestion des gardiens. Parce que tu prends Douchez à la base. Tu fais venir... Lui, on lui a dit t'es numéro 1. Douchez, ouais. Derrière, c'est ouais, mais il se blesse. Sirigu, il fait partie du package Pastore. Il arrive parce qu'il n'a pas le choix, en fait. On le met dans le président de Palerme, il dit non, mais moi, vous me prenez Sirigu. Voilà, c'est comme ça. Mais tu te rappelles pourquoi? Moi, je sais pourquoi, ouais. C'est parce que, alors, moi. Dis-moi. Moi, j'étais en Italie quand ça s'est passé. Et en fait, là où c'est un Margoulin, le président de Palerme, petite parenthèse, c'est que il y a, sur la vente de Sirigu, il récupérait, il y avait un club qui avait 50% des droits de Sirigu, et Pastore, lui, c'était cash. Donc en fait, ça arrangeait tout le monde parce qu'il vendait très cher Pastore, et Sirigu, ridicule, 4 millions, 5 millions pour un gardien international. Ouais. Et donc en fait, les autres, ils récupéraient, le club qui avait la moitié, ils récupéraient la moitié de 4 millions, et du coup, et donc le PSG, en fait, en payant les deux, payait surtout Pastore. En plus, le PSG, ça lui permettait de montrer qu'il mettait un gros coup sur machin et transfert, tout le monde était content, et hop, il l'avait dans l'os, les copropriétaires de Pastore, de Sirigu. Donc c'était un peu une magouille. Mais sauf qu'on pensait pas qu'il serait aussi moyen, Sirigu. Je vous rappelle qu'il a quand même réussi l'exploit. Moi, je trouve qu'on a été dur avec Sirigu. Ah bon? Tu veux que je te rappelle la stat? Il avait fini deuxième pire gardien de la Ligue des Champions avec 30, il avait pris, je crois, un seul tir non cadré qui a pas fait but. Sur la phase de poule. Sur la première saison? Non, je sais plus, c'est une saison où il y a celui où il prend la balle entre sur le côté, sur le côté de Suarez, le 3-1 au Parc, 2015. Je sais, mon fils est né ce jour-là, c'est le pire jour de ma vie. Putain, merde, mauvais souvenir. C'est affreux. Et donc, en fait, il avait été juste, je crois c'est le gardien de Ludo Goretz ou de Karabakh, je sais plus quoi, qui avait fait pire que lui. Il était 31e gardien sur 32. Bon, écoute, mais bon, après, si vous le regrettez. Et en plus, il se faisait recaler. Bah, écoute, quand on voit ce qu'on a actuellement, ouais, voilà, moi, je trouve, ouais. Mais regarde ce qu'il est devenu depuis. Ouais. Bah, il est titulaire au Torino, c'est pas... Au Torino laryngologiste. C'est quoi le Torino? Non, mais d'accord, c'est pas le PSG, d'accord. Tu viens de me dire, il est titulaire au Torino. Attends, il a Nkoulou devant lui en défense. Donnez-moi 5 joueurs du Torino. Nkoulou. Nkoulou, Meïté. Voilà, t'as vu les noms que tu viens de me sortir? Ouais, tu viens déjà de regretter ce que t'as dit juste avant. Bon, allez, on passe à autre chose. En plus, il se faisait recaler des boîtes de Deauville. Ah ouais? Et ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Ça, c'est parce que t'es un mec de la night, ça, ouais, non, bah, écoute, non. Dis-le nous, si t'as des T'es un picard de la night? C'est beaucoup. Attends, il y a des boîtes, en Picardie. Bah oui, hein. Il y a le cocktail pub à Amiens. C'est vrai? Non, à Soissons. Cocktail pub à Soissons. Ah ouais? Bah, à côté du théâtre Saint-Médor. Non, il y a le loft à Soissons. Ouais, bien sûr. Bah ouais. Et puis, il y a le bureau, là, tu vas voir les botches sur la grotte Plos, là, du Vascassé. S'y connaît. Ah bah ouais,
On voit qu'il y a des connaisseurs. Clément, pour juste conclure sur Rennes PSG, tu avais une petite stat sur le PSG, sur les derniers matchs du PSG à l'extérieur. 6 derniers déplacements, 5 défaites. Et même quand Julien Cazard se déplace pas, c'est dire qu'on est dans la merde. Ouais. Donc défaite 3 à Reims lors de la dernière journée, la défaite 3-2 à Montpellier, défaite 3-2 à Nantes en fin de saison, la défaite 5-1 à Lille, on s'en souvient tous. On peut aussi citer, c'était à l'extérieur parce que c'était pas au parc, la finale de Coupe de France contre Rennes. Finalement, en fait, dès qu'on est chahuté à l'extérieur, dès qu'il y a que ça crie un peu dans les tribunes, que Verratti mis sous pression, on se pisse dessus, quoi. C'est ça que il y avait pas mal de blessés en fin de saison. Ouais. Là, il avait une équipe correcte. Même avec nos blessés, on avait Alves, Bernat, Mbappé, on perd à Reims, quoi. C'est quand même. Oui, Alves. Alves, c'est mieux que l'équipe de Reims, quand même. C'est mieux que les. Oui, enfin, Alves sur la deuxième partie de saison, voilà, quoi. On avait quand même Thiago Silva. Pour moi, ils y étaient plus du tout. Ils étaient on aurait joué contre Lorient, Carquefou. Bon, aussi dans la stat, il y a 17 buts encaissés, hein, c'est ça. 17 buts encaissés en 6 matchs. Et 17 buts encaissés. Je pense qu'on doit être l'une des pires défenses sur les. Silva était blessé en fin de saison. Oui. Marquinhos, Kimpembe était en roue libre aussi. Je sais pas si on se souvient, mais il jouait blessé parce qu'il se fait opérer. Alors, je me rappelle plus, est-ce qu'il jouait avec les lunettes de soleil sur le terrain, Kimpembe? Je me rappelle plus de sa tête. Il jouait avec la même enceinte qu'il y avait pendant la Coupe du Monde. J'ai pas souvenir de sa tête sans lunettes de soleil, donc Bandana aussi, pas mal de bandana. Tiens, je pense qu'on pourrait mettre Maître Gims à sa place, on verrait pas la diff. Bon les amis, on va passer à PSG Toulouse. On va essayer de parler de choses plus positives. PSG Toulouse dimanche soir 21h au Parc. Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce match? Est-ce que vous attendez de l'orgueil, une réaction, de l'envie, de la percussion, la première d'Idrissa Gueye par exemple? Qu'est-ce que on fait un petit tour de table vite fait rapidement? Déjà moi je veux plus l'animation défensive que j'ai écrite tout à l'heure, ça c'est plus possible. Ah tu t'emmerdes pas, voilà, toi, mettre Dagba au poste d'arrière droit parce que Meunier il faut qu'il prenne confiance. J'ai pas envie de m'acharner sur lui, mais c'est très compliqué pour lui. Autant lancer Dagba qui risque de jouer beaucoup cette saison du coup, ou un peu plus que l'année dernière. Moi il y a l'interrogation Paredes aussi. Paredes c'est une énigme pour l'instant. C'est un vrai point d'interrogation. Il a été recruté 45 millions. Il fait une bonne Copa América. Mais s'il joue pas, ça restera un point d'interrogation jusqu'à son départ, quoi. Moi, j'aimerais bien le voir jouer un peu, ce gars-là, voir ce qu'il donne en milieu. C'est pas Verratti, juste pour te couper, Clément, Tuchel l'avait expliqué en conférence de presse. En gros, il a une gestion. Il essaye de gérer les Sud-Américains qui sont rentrés tardivement, quasiment en même temps que avec Choupo-Moting. Donc c'est le dernier Africain, et donc il veut pas prendre de risques. Tu vois, c'est le début de saison, il a peur des blessures. Je crois qu'il est vraiment traumatisé par le lot de blessés qu'on a eu la saison dernière. Donc il avait expliqué pour les Sud-Américains, c'était il fallait y aller piano. Donc Paredes, c'est vrai qu'on aurait pu le voir à la place de Draxler, mais je crois qu'on aurait pu voir n'importe qui à la place de Draxler contre Rennes. Mais moi je pense qu'on va pas le voir beaucoup jouer cette saison Paredes, parce que Tuchel, en tout cas, si c'est lui qui coach toute la saison le Paris Saint-Germain, il est pas du tout fan de Paris. 45 millions à l'eau, quoi. Oui, mais c'est pas son choix. Au mois de janvier, je rappelle que lui, il voulait Gueye. Gueye s'était déplacé. Il était à Paris le 31 août. Il a insisté. Enrique n'en voulait pas. Il a préféré prendre Paredes pour d'autres raisons. Et c'est Paredes qui est venu. Donc, c'était pas le choix de Tuchel, quoi qu'il arrive. Mais Paredes, juste pour te couper 2 secondes, Paredes, il pourra jouer quand même le rôle d'entremetteur, apparemment, pour Paulo Dybala. Oui, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Peut-être qu'il servira, il servira à ça. Peut-être. Comme Alves avec Neymar. Toi, Julien, ce que t'attends de ce PSG Toulouse? C'est moi, ce qui me fait marrer, c'est que c'est le destin, c'est que ça va être le match où Neymar sera pas là, mais il y aura son ombre qui plane, alors que c'était le match qui avait fait éblouir, il y a 2 ans, éblouir. Le 6-2 il avait été de passes décisives, extraordinaire. Il avait eu ce but à la fin là où dribble. Il dribble 5 joueurs. Mais on avait les larmes aux yeux, on était prêts. Moi j'avais envie de l'épouser. On avait même fait un retourné acrobatique de Kurzawa. Non mais le destin, il avait fait un coup du sombrero avec la jambe qui passe derrière à Corentin Jean, que le mec s'en est jamais remis. Enfin bon, c'était. Il l'a retenu par le maillot carrément. En fait, c'était l'éblouissement, tu vois, c'était la lune de miel. Et là, tu vois, c'est le jour du divorce, je trouve ça marrant que ça soit PSG Toulouse. Et moi, j'attends. Honnêtement, je sais pas ce que j'attends. Tu seras au parc. Attends l'avant-match, la bière. Y a pas de bière, mon pauvre ami. Attends. Là, tu sais pas qu'on va interdire l'alcool dans les loges. C'est fini. Il y a les 3 obus. Même dans les tribunes. Ça me déprime. En même temps, j'y vais pas en loge. Qu'est-ce qu'on va boire? Du Coca? C'est plutôt pour les autres, pour Sarkozy, tout ça. Toulouse, c'est une équipe qui réussit bien au PSG puisqu'il y a eu 9 victoires au Parc sur les 10 derniers matchs. Donc, en tout cas, au niveau des stats, c'est plutôt positif pour le PSG. Mais il y a aussi une info, je dis ça brièvement, c'est que j'ai vu dans les médias brésiliens que Thomas Tuchel veut absolument faire jouer Neymar, qui a eu le feu vert du staff médical. Je sais pas si Mousse, t'as des infos, des précisions à donner. J'ai vu ça ce matin ou hier soir. Et que c'était la direction parisienne qui devrait trancher. Je crois pas une seconde.
Moi non plus. Moi, mais je bon, te, après, je te garantis que tant que la situation elle est pas claire, c'est-à-dire que si le PSG dit c'est fini, PSG, Neymar reste, bah évidemment, là ils peuvent le faire jouer, mais je pense pas qu'ils vont le faire rentrer au parc. Oui, voilà. Mais même sur le banc, parce que là, après, tu te fais même sur le banc, et quand même son sur nom le va banc. être scandé. il va se faire un peu. Et puis même, je vais te dire, il y aura une phase phase de Je réhabilitation. suis même si jamais pas il reste. persuadé qu'il joue tout de suite, même si c'est sûr. On va nous sortir la convalescence, la reprise, pour que les mecs s'énervent bien, que ça passe un peu, que l'autre il ait le temps de dire scouse, et puis qu'il revienne. Puis il faut mettre, tu vois, un petit plan de com. Le Scouse Football Club. Bon, avant de passer à notre partie mercato, on va faire une petite séquence, on va couper un peu une sorte de transition qui s'appelle le 1-2. Ah voilà, on n'est pas con quand même, on a réfléchi à du lexique footballistique dans une émission de foot. C'est une petite séquence où, pour aujourd'hui, ça sera Mousse et Clément. Chacun, vous allez donner votre avis sur un thème que je vais vous donner. Thomas Tourelle, dans une ITV au CFC, avait déclaré « Si Neymar part, je n'endormirai pas de la nuit ». Alors, Mousse et Clément, vous allez avoir 1 minute pour défendre votre position. Pour toi, Mousse, on peut jouer sans Neymar. Tu réponds oui, on peut jouer sans Neymar. Attends, je lance le chrono, parce que c'est quand même Vas-y. technique. Et c'est Julien qui devra. Et c'est Julien, évidemment, qui tranchera et qui donnera Oui, son je opinion. vais filer son petit billet avant, tout va bien. On est d'accord, Julien. C'est Moi, bon. j'avais demandé ça, de l'argent plus un joueur. Tu me donnais que de l'argent. J'ai un passe Navigo, si tu veux. Ça t'intéresse. Mon pauvre chéri, je roule en Bentley. Si tu me racontes ton passe Navigo, Alors, Mousse, on commence par toi. c'est Oui, évidemment faux. Hein. le PSG peut jouer sans Neymar. Top, c'est parti. Bah, évidemment. Bah, déjà, on peut reprendre les 2 dernières saisons où Neymar était dans l'effectif. Il fait à chaque fois une demi-saison. Donc, tu peux jouer sans Neymar, et je vais encore même te dire mieux, parce que on n'a jamais eu de joueur comme Neymar. Enfin, je te parle depuis 2011, hein, sous l'RQSI, on n'a jamais eu de joueur sous Neymar, comme Neymar, pardon, jamais. Un créateur comme lui, on avait Pastore, mais malheureusement avec un physique défaillant, puisque moi je trouve que c'est un génie, et Pastore, c'est pas un joueur qui a autant d'influence sur le jeu, le résultat que peut avoir un joueur comme Neymar. Le match référence en Ligue des Champions, selon moi, hein, c'est le PSG Barcelone au Parc en 2017 et la victoire 4-0. On n'a pas de joueur comme Neymar. Et ça, c'est la composition de Unai Emery. Devant, on a Cavani, on a Draxler à gauche, Di Maria à droite, avec un milieu de terrain Rabiot, Verratti et Matuidi. Donc le jeu était un peu plus direct. Stop. Allez, je te laisse terminer, vas-y. Le jeu était un peu plus direct, et effectivement, si t'as 11 joueurs concentrés, si t'as 11 guerriers sur le terrain, encore une fois, Liverpool fait 2 finales de Ligue des Champions. Ils ont pas de joueurs comme Neymar. Évidemment qu'on peut jouer sans Neymar. Bon, Julien, t'as bien entendu les arguments de Mousse. Maintenant, on va passer à Clément. Toi, Clément, tu penses que tu es plutôt d'accord avec les déclarations de Tourelle? C'est difficile de se passer de Neymar dans le jeu. Moi, je suis pas d'accord avec grand-chose sur ce que dit ou fait Thomas Tourelle actuellement, que ce soit ses déclarations, ses choix sportifs ou ses excuses. Mais là-dessus, moi, j'ai pas pris la phrase dans le même sens. Tout à l'heure, on a parlé des difficultés offensives du PSG, de l'attaque parisienne, difficultés à se montrer dangereux. Bah, dans l'état actuel des choses du PSG, le groupe qu'on voit, l'effectif qu'on a, si on perd Neymar, moi, je serais pas rassuré personnellement. Alors, il serait potentiellement remplacé. On parle de Dybala. Déjà, c'est pas fait encore. Et en plus, le joueur devra forcément s'acclimater. Et par ailleurs, donc après la blessure de Neymar l'année dernière, quand il s'est blessé, quand il est revenu de blessure, ça, je sais pas si vous vous souvenez, ça avait complètement transfiguré l'équipe. Contre Rennes en finale, c'est le seul à jouer. Les derniers matchs de championnat, quand il était là, on avait vu une différence abyssale entre le PSG avec et sans Neymar. Alors moi, je suis plutôt contre garder un joueur qui veut partir. Je suis également opposé à l'idée qu'un club soit dépendant d'un seul joueur. Mais au vu de l'état actuel du PSG et au vu de l'effectif qu'on a actuellement, je peux comprendre l'inquiétude de Thomas Tourelle quant à un possible départ de Neymar. Oh, il est bon. T'as même 5 secondes de rap. T'as rien à rajouter, non? Julien, est-ce que, comme Tourelle, tu n'endormirais pas de la nuit si Neymar partait du PSG? Là, on parle au niveau du jeu. Hein. Voilà, mais évidemment. Essayez pas d'intervenir, monsieur. Vous avez votre minute. Ben, c'est à cette réponse, c'est à cette question qu'il faut répondre, et c'est là où je ne serais pas d'accord avec Clément, parce que je peux être d'accord avec Clément sur plein de sujets par rapport à ce qu'il a dit. Mais justement, moi, c'est cette phrase qui m'embête. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'un gars qui, quand on démarre l'année, il a peur de rien. Moi, j'ai envie, tu vois, Pochettino, lui, il a Moussa Sissoko, il a Lucas, il a Son. Bon, si tu veux, à un moment donné, il dort la nuit, lui. Alors, Jürgen Klopp, il dort la nuit, tu vois. Et nous, on dort pas la nuit. Donc moi, si tu veux, je veux un mec qui dort la nuit, tu vois, mais qui dort pas sur le banc, par contre, tu vois, pour compenser sa nuit où il dort pas. Donc moi, j'ai envie de te dire, oui, Neymar c'est mieux. Oui, Neymar, si tu l'as, c'est génial. Oui, moi, je veux un mec qui me dise, moi, mais si on a Neymar, tant mieux. Si on n'a pas Neymar, on fera 100. Moi, je veux qu'ils me disent ça en début de saison. Moi, je veux qu'ils disent au groupe, les mecs,
Moi, si Neymar il est avec nous, de toute façon, qu'est-ce que tu crois? Le mec, il va arriver, tu vas dire non, mais sans lui, on peut jouer. Et puis quand il va être là, il va dire ah ben non, mais vous avez dit ça, donc moi je joue pas, mec. T'as 27 ans, t'as 1 an devant toi, tu vas jouer de toute façon, et tu vas essayer de faire le mieux pour ta carrière. Donc j'en ai rien à foutre des états d'âme de Neymar. En off, je lui dis moi Neymar, tu comptes sur toi. Mais quand je suis devant les caméras, je dis moi, mais je vais faire une saison sans Neymar, moi. Il y a pas de souci. S'il est là, tant mieux. S'il y a un autre, tant mieux. Mais moi, avec les mecs que j'ai, je peux tout casser. Moi, je veux que ce mec-là, il me dise ça. Même s'il pense qu'il est meilleur avec Neymar. Moi, ça m'emmerde qu'après avoir dit scouse pendant 2 semaines, après avoir chialé, après avoir dit qu'il avait des blessés, le mec, il dort pas la nuit s'il a pas Neymar. Eh ben, il a qu'à appeler Jürgen Klopp, il va lui expliquer comment dormir la nuit. C'est vrai que quand t'es entraîneur du PSG et que on dépend pas d'un seul joueur, si tu commences à dire ça, c'est-à-dire que tu peux plus jouer. Mais c'est quoi le message aux autres? Mais du coup, les autres, ils disent quoi? Vous êtes dit 11 speed sur le terrain, s'il y a pas Neymar, on sait pas jouer, moi je fais pas d'effort sur la tactique. Et je suis désolé, je prends un peu plus d'une minute, mais même, alors, la déflagration sur les autres joueurs, elle est claire. C'est-à-dire, bon, les mecs, sans Neymar, vous êtes vachement moins bons. Donc déjà, ça te met en confiance, ça te met dans des dispositions. Et surtout, c'est que derrière, t'as tous les Brésiliens qui font, ah non, mais non, il faut qu'il reste. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un gars, il est avec toi à l'entraînement, il te regarde dans les yeux et il te dit, en fait, je préfère être payé 2 fois moins pour jouer pas avec toi. Et les mecs, ils disent, oh, mon coup, c'est dommage s'il s'en va. Mais moi, j'ai un peu d'orgueil. J'ai dit, mec, tu préfères être payé 2 fois moins que jouer avec moi? Mais casse-toi, mec. Casse-toi. Ou alors fais l'entraînement, mais viens pas nous parler. Viens pas faire le cake, viens pas rigoler avec nous. Parce que là, t'es en train de te battre pour te barrer de notre équipe. Donc tu nous chies dessus pour gagner moins. C'est même pas genre les mecs. Il ferait des efforts financiers. Les mecs, t'imagines comment ils te crachent dessus? Je ferais des efforts financiers. C'est si ta meuf, elle te dit, en fait, là, je vais aller chez un mec. Alors, par contre, j'ai vu dans la moitié de mètre carré. J'aurais moins de ça, moitié moins de ça. Mais il est plus beau. Mais bon, je préfère. Mais en attendant, je reste à la maison et puis on va se faire des petits dîners. Non, tu fais chambre à part en général. Tu t'attends pas avec elle dans le lit qu'elle se barre. Nous non. Nous les mecs ils font, oh Neymar c'est trop sympa, t'es là c'est trop cool. Mais c'est ouf quoi. Mais pour moi c'est ça. Tourelle et les joueurs ils ont cette attitude qui me pose problème. Et moi je pense que Leonardo il doit être un peu vénère parce que Leonardo lui il a la tête du mec qui s'il y a pas Neymar, pas Neymar. Moi c'est ça que je veux au PSG. C'est ce que d'ailleurs on avait entendu Mousse sur Leonardo, la réunion avec Neymar quand il était rentré de vacances. Ouais, ça j'en parle après, mais c'est juste pour finir parce que moi, si le mercato devait s'arrêter aujourd'hui, vraiment, moi j'ai mon équipe type. Et oui, vas-y, on va réfléchir. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Alors en défense centrale, je mets Silva, Marquinhos. À gauche, je mets Bernat. À droite, je mets Dagba. Au milieu de terrain, je fais un milieu à 3 avec Gay, Herrera, Verratti. Et là, Julien, tu vas m'insulter parce que je sais que tu l'adores. Je mets Cavani sur le banc. Et je fais un trio. Tu relances un débat. Je veux dire, tu m'as pas souvent écouté. Non, mais je rigole, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais moi j'aime beaucoup Cavani, mais alors moi j'ai aucun problème avec. Mais je sais bien, c'est pour ça que je dis ça. Et en fait, moi je laisse Cavani sur le banc, je mets en pointe Mbappé et sur les côtés je mets Sarabia et Di Maria. Et je pense qu'avec cette équipe et le banc qu'on a, si tu vois, t'as Paredes sur le banc, t'as Cavani en doublure d'Mbappé. Et déjà là, tu vois. Il voulait une équipe fiable. Pour moi, le 11 que je viens de citer, pour moi, c'est l'équipe. Si vraiment ça va pas s'arrêter. Tu manques du milieu offensif. T'as pas de mec délié si, quoi. T'as Draxler, mais. Ouais, mais en tout cas, au milieu de terrain, si Gay, il fait le job défensif, s'il harcèle, ça laisse un peu plus de liberté à Verratti. Et Verratti, quand il a un peu plus de liberté, il arrive à casser les lignes avec des passes, il arrive à lancer les mecs. Moi, je te dis que Herrera, c'est pareil, tu vois, parce qu'il a un gros volume de jeu. Très bon jeu long aussi. Voilà, et là, je pense que on n'a pas de créateur, attention, c'est vrai que ça manque mais l'équipe elle est fiable et tu peux faire quelque chose avec cette équipe en Ligue. Est-ce que je peux rebondir sur ce qu'a dit Mousse? Vas-y, après on passe au mercato. D'accord. Alors vite fait, on est d'accord que tous ces problèmes-là n'existaient pas avant Manchester United. On est d'accord avec les effectifs qu'on avait. On n'avait pas Neymar, tout allait très bien. Ce qui a posé problème, c'est l'implication, la gestion du stress, la gestion du match retour avec une équipe en face qui était nulle et qu'on devait battre même avec ceux qu'on avait. Donc pour moi, la première chose, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un groupe il reste sous pression? Soit tu as une émulation avec les autres équipes, c'est-à-dire que tu es mis sous pression par d'autres équipes, Liverpool, Manchester City, n'importe quoi, on n'a pas. Soit les joueurs sont mis sous pression parce que derrière, il y a un mec qui peut prendre leur place à tout moment. Regarde Kurzawa, si on n'a pas Bernat, Kurzawa, il fait toute la saison, si on a un jeune du centre de formation. Et c'est la catastrophe. Mais si on avait eu l'équivalent de Bernat à tous les postes, eh ben, il y aurait eu, parce que les clubs anglais, ils ont pas beaucoup de stars, en vrai. Mais ils ont 30 mecs de même niveau. Liverpool, ils ont 10 mecs qui sont, mais même pas sur la feuille de match, qui peuvent jouer tous les dimanches. Eux, ils ont 30 mecs. C'est-à-dire que si t'es pas au niveau, il y a un mec qui prend ta place comme ça. Direct. Nous, les mecs, qu'est-ce qu'ils se disent? Moi, je peux battre Lorient, je peux battre Nîmes, je peux battre tout le monde en marchant. Et en plus, moi, si je suis pas bon,
Draxler, Di Maria. Derrière, il y a personne. Il y a Diarra, Diaby, tous les mecs du centre de formation qui n'auront jamais le charisme. Tu sais, c'était le fantasme de Zidane et Pavonès qui avait complètement flingué le Real Madrid. T'avais des galactiques et des mecs du centre de formation. Mec, tu t'endors. Laisse tomber. Et c'est pour ça que moi, j'aimais bien l'idée des Sarabia, tout ça. Sauf que là, aujourd'hui, si on perd Neymar, je m'en fous, mais il nous faut encore 4-5 joueurs. Il faut que les mecs, chaque mec à son poste, il se dit, moi, si je suis pas bon, là, dans l'équipe que t'as dit, honnêtement, il y a aucun mec qui a peur de perdre sa place. C'est ça qui pose problème. Le 11, il est top. Mais le moment où ça devient critique, ces mecs-là, ils seront dans C'est pour ça que je précisais si le mercato devait s'arrêter aujourd'hui, ce qui ne sera pas le cas. Voilà. Et moi, je pense que cette équipe, elle est très bien, mais moi, je veux que chaque mec dont t'as parlé, il y a Mbappé qui est un remplaçant, mais chaque mec ait un remplaçant à son poste qui peut lui piquer sa place pour que le mec, il se bouge le cul tous les jours. Mais d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est intéressant parce que quand t'as des cadors qui jouent en Ligue 1 et qui vont jouer en Première Ligue, et je vais te citer l'exemple de Bernardo Silva de Monaco et de Fabinho, quand chacun respectivement ils arrivent à City et à Liverpool, c'était des cadors à Monaco, ils jouent pas tout de suite. Là, et pourtant, tu te dis Bernardo Silva, il arrive à City, bah non. De Bruyne, il a disparu, c'est passé crème. De Bruyne, passé crème. Et Fabinho, pendant un an, il est en dépression totale. Il y a même à un moment, il y a une rumeur qui dit peut-être Paris va le reprendre. Il y avait une demande de prêt, etc. Finalement, aujourd'hui, Liverpool, il joue. T'as vu, Klopp lui a dit pendant un an, tu vas un peu apprendre tactiquement de la Première Ligue, tu vas t'enrichir physiquement. Ils peuvent se permettre, ils ont 40 joueurs. Attends, mais eux là-bas, ils font pas des pieds et des mains dès qu'ils jouent pas. Ça y est, je pars. Tu sais qui c'est le remplaçant d'Agüero? C'est Gabriel Jesus. Oui. Alors on dit Jesus, c'est un Brésilien. C'est important. Quand c'est brésilien ou portugais, le J, c'est J. D'accord. Gabriel Jesus. Non mais c'est important. Tu fais bien de faire la précision. Parce que t'as pas d'amis portugais, mais si t'en avais, il le prendrait mal. C'est comme on dit pas Miguel, par exemple, on dit Miguel. Ça c'est important. Aussi. Miguel. Tu vois, Julien, ça a du bon d'habiter à côté du bois de Boulogne. Mais c'est ce que je te dis. Voilà. Après, la bouche pleine, on prend pas tout ce qu'il dit. Parce qu'on fait des dîners. Ouais, évidemment, ça sera coupé, ça. Évidemment que non, ça n'a aucun sens. Tu veux que ça buzz ou pas que ça buzz? Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu. Donc Gabriel Jesus, il est remplaçant d'Agüero. C'est le mec, il est titulaire en équipe du Brésil. Tu vois, donc limite son remplaçant, c'est Firmino presque. Voilà, c'est ça. Donc tu veux, c'est quand on remplace. Voilà. Donc Agüero, s'il est pas bon, il y a Gabriel Jesus qui rentre. Tu vois, il y a pas Choupo-Moting. Donc il est un peu plus chaud. Mais le PSG a mis 400 millions sur 2 joueurs, pas 400 millions sur 8 joueurs. On a fait une équipe de PlayStation. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, on est très bon sur les dribbles techniques et vous me faites une transition toute faite pour entamer le mercato du PSG. Il reste 10 jours, fermeture des portes le 2 septembre. On va revenir évidemment le premier cas Neymar. Mousse, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous donner les dernières informations tout simplement sur le cas Neymar? Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Barcelone, le Real, la Juventus? Donc suite au déplacement de la délégation barcelonaise, la semaine dernière, donc il y a eu une proposition, une offre de prêt, il me semble. Échange avec des joueurs, c'était tout ce qu'ils proposaient avec une toute petite somme. Deuxième proposition, prêt avec option d'achat. Alors, les versions divergent, on parle de 140 plus 40, 160 plus 20, il y a 2-3 refusés catégoriquement par le Paris Saint-Germain. En fait, le Paris Saint-Germain a évolué. Parce qu'au début, ils voulaient de l'argent cash, ils voulaient pas de joueurs, c'était entre 250 et 300 millions. Et plus les jours ils avancent, plus ils sentent que Neymar irrécupérable, ça va être compliqué de le garder, et ils font quelques concessions. Donc ils sont plutôt ouverts au prêt avec option d'achat. Simplement, ils veulent pas d'un échelonnement sur 6-7 ans. Et ils sont pas d'accord sur la somme. Donc ils veulent bien un joueur, mais c'est eux qui veulent le choisir. En l'occurrence, c'était Coutinho, ils étaient d'accord, et il y avait Semedo. Dembélé aussi, c'était Tuchel, c'était une demande de Tuchel, mais Dembélé n'a pas du tout envie de venir au Paris Saint-Germain. Coutinho, depuis, on le sait, est parti au Bayern de Munich. C'est toujours la volonté de Neymar est toujours de partir et d'aller à Barcelone. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne s'exprime pas, toujours pas, qu'il parle pas du Real. Il a pas envie de griller une cartouche. Parce que lui, il est confiant. Dans son entourage, on dit non, mais ça va se faire, on va trouver une solution, etc. Aujourd'hui, on est le 22, il reste 10 jours. Il reste 10 jours de mercato. Si d'ici la fin de début de semaine prochaine, c'est toujours pas réglé, on peut se diriger vers le maintien de Neymar. Mais, par exemple, j'ai entendu une offre refusée du Real. Est-ce que c'est concret? Moi, ça, j'y crois pas. Mytho. Moi, j'y crois pas. C'était 100 millions plus 3 joueurs, c'est ça? Bale, Cavani, Navas et Rames. Rodriguez. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est vrai ou pas, mais moi, j'accepte tous les jours cette offre. Non, parce qu'en fait, ça te plombe ta masse salariale. Parce que déjà d'une, et en plus, tu perds de l'argent sur Neymar. Donc, est-ce que c'est pas les joueurs qui veulent? C'est-à-dire que déjà, Rames, c'est le meneur.
Oui, mais sauf que Rames, il est cramé. Le mec, t'imagines qu'il a pas réussi à être tenu au Bayern et au Real, qui sont les deux plus grosses institutions du monde, et il va venir à PSG, puis il va être super cool, le mec. Non, ça va être un connard, donc faut pas le prendre. Et puis surtout, c'est que là, Leonardo, lui, comme je suis persuadé que au-delà de l'argent, au-delà de l'équipe, il veut que le PSG s'achète avec cette histoire, quitte à perdre du fric. Il s'achète une réputation de club. C'est fini les blagues. T'arrives, le mec, nous on veut plus de lui, tiens, prends, connard. Mais d'où t'as vu ça, toi? Lui, je pense qu'il dit c'est plus important que le niveau des mecs qui viennent. Il dit non, c'est moi qui décide qui je prends. Moi, j'en veux pas. Je m'en fous qu'il soit bon. C'est pas moi qui ai choisi. C'est pas toi qui va me prendre Neymar déjà. Qui va me dire qu'en plus, tu vas me filer les joueurs que tu veux pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis le pigeon absolu. Même s'ils sont bons, c'est pas la question. Lui, il dit, de toute façon, le PSG, ça fait 10 ans qu'il se fait marcher sur les couilles par tous les grands clubs et pas respecté. Mais maintenant, les mecs, c'est fini. Moi, je préfère perdre 50 millions. Mais tu ne vas pas me filer un joueur que tu veux pas. Et moi, je pense que c'est important pour le PSG, quitte à sacrifier de la qualité. Je pense que c'est pour la nouvelle ère du Paris Saint-Germain. C'est qu'on s'est vu que même avec des Mbappé, des Neymar, ça, on s'est fait marcher dessus et ridiculiser. Et ben, je pense que lui, il dit maintenant, c'est fini. On gagnera peut-être pas. Mais on sera plus ridicule. Non, mais le pire en plus, c'est que tu renforces un concurrent à la Ligue des Champions. Parce que si t'arranges Barcelone et tu fais des prêts avec option d'achat échelonnés sur 10 ans, etc. Si t'as un risque quand même de le rencontrer peut-être en 1/8 de finale. Et il va mettre un triplé. Il te met un doublé à l'aller. C'est l'histoire. C'est prévu. c'est signé, c'est écrit. On peut se le faire. Et ça, ils y pensent. Mais t'imagines à la face du monde. T'imagines l'émir du Qatar. Donc tu prêtes Neymar, t'arranges Barcelone, ensuite tu les croises en 1/8 de finale, il te met une gifle aller-retour, bah t'as pas l'air d'un con. Et en plus tu vois, tu l'as voilà, prêté, vous payez quand vous voulez. Prêt avec option obligatoire, on peut leur faire le coup qu'on fait avec les autres clubs. Ils jouent pas contre nous. Voilà, mais ça je sais pas, je sais pas si pour les compétitions européennes tu peux mettre ce genre de clause. Dans les échanges proposés par le Barcelone, si je suis bien, souvent Dembélé est dans le deal. Dembélé proposé. Dembélé, non, c'est juste une demande de Tourelle. Leonardo a fait passer sa demande, mais évidemment Dembélé ne veut pas venir. Mais voilà, donc Barcelone ne l'a pas proposé. Ouais, ce que je veux dire, c'est que quel joueur du Barça aujourd'hui, crédible, je veux dire, peut être échangé avec Semedo. Attends, ils veulent nous refiler Rakitic. Oui, mais Semedo, c'est. Alors ça, je le tiens, là vraiment. Semedo pour le coup, c'est un très bon, il serait très bon arrière droit. Que ce soit Thomas Tuchel, Leonardo et même tout le staff technique, quand Léo a proposé à Tuchel Semedo de le mettre dans l'échange, il était complètement d'accord. Ouais, Semedo, c'est sûr. Mais c'est le seul. C'est le seul. Moi, tu me fais une offre, voilà, lui, 100 millions plus Semedo plus Coutinho, j'aurais accepté, moi. Non, mais sauf que Leonardo, il veut pas de Coutinho. Voilà. C'est le seul Semedo, en fait. Ouais. C'est le seul qui peut être échangé, plus une valeur, plus de l'argent, avec le PSG. En fait, si Barcelone proposait donc, un peu plus de 133 millions, c'est l'amortissement qui reste du transfert de Neymar, plus Semedo, voire un troisième couteau, n'importe qui pour faire la maille. Là, je pense que le PSG accepte. Après, là où ça va coincer, c'est le PSG va être payé directement. Au 1er juillet, l'option d'achat, elle doit être payée en entière. Ce qui arrive rarement. Alors, tu crois pas qu'ils accepteraient 50 plus 150? Moi, je crois, parce que vu que maintenant, tout est échelonné, les 150, c'est comme si tu les avais, hein. S'ils sont en obligatoire. Mais c'est ce que je te dis. Sauf qu'ils les veulent directement. Ils veulent pas 150 payés en 4 ans. Ouais, mais dans un an. Ils acceptent dans un an. Sauf que Barcelone, même dans le cas d'un prêt avec option d'achat obligatoire, ils veulent aussi échelonner le reste. Ça, pour moi, le message. Et ça, Paris, on veut pas l'entendre parler. Pour moi, ça veut dire, je pense qu'en fait, Barça ne veut pas le faire. Je pense que depuis le début, moi, c'est ma théorie. Depuis le début, Bartomeu, il veut faire plaisir à Messi en lui faisant croire qu'il essaye. Et qu'en même temps, il gagne sur tous les tableaux. C'est aussi la théorie du Paris Saint-Germain. Il gagne sur tous les tableaux. Il se venge de Neymar, parce que je pense qu'il l'a là. Il se venge du Paris Saint-Germain, parce qu'il l'a là aussi. Et en même temps, il fait croire à Messi que non, j'ai tout fait. Franchement, dans un an, ils les ont, les thunes, hein, puisque tous les ans, ils renouvellent leur capital. Les mecs, dans un an, ils ont la thune, ils peuvent se débarrasser de trucs, et ils disent non, c'est peut-être jouable dans un an, on va demander dans 4. Et puis même, en fait, on va vous donner que 100 sur 8 ans. T'as l'impression que les mecs, ils refont à chaque fois une offre pour être sûr qu'on soit pas d'accord, tu vois. Donc, moi, j'y crois pas. Moi, je pense que le Barça se fout de la gueule du Paris Saint-Germain. Après, peut-être que j'aurais tort, hein, mais moi, je trouve ça bizarre. Franchement, si vraiment tu veux Messi et 150 dans un an, tu signes. Parce que tu les auras. Non, je pense que c'est plus aussi pour mettre sous pression ton vestiaire, comme tu vois le match qu'ils ont fait contre Bilbao où c'était quand même catastrophique. Là, t'as Dembélé qui s'est blessé pour 5 semaines. Il te reste que Griezmann que t'as acheté 120 millions d'euros qui est quand même Suarez, il est cuit. Suarez, il est blessé, il est cuit un peu. Mais si là, il revient seulement l'entraînement, il avait une blessure en début de reprise d'entraînement avec le Barça début août. Donc au final, là, pour le coup, la Barcelone, par exemple, ce week-end, ils vont aligner une attaque. Il y aura Griezmann et que des milieux de terrain, Rafinha et tu peux mettre, ils ont un petit jeune, je crois, un ailier dont j'ai oublié
le nom, ça va être ça l'attaque du Barça. Alors que les mecs, ils ont quand même censé avoir Suarez, Messi. Moi, ce qui m'ennuie, Donc, c'est que Bartomeu, en fait, il joue sur du velours parce qu'il sait qu'il a une équipe hyper compétitive sans Neymar. Au final, sur l'année, t'inquiète pas, quand ça comptera. Il a une équipe compétitive sans Neymar. Il a vraiment un top player avec Griezmann. Il sait très bien qu'au bout d'un moment, Messi, il fera plus la gueule longtemps. Il aura autre chose à faire. Et surtout, il se dit, moi, Neymar, c'est pour faire plaisir à Messi. Donc, c'est horrible parce que l'autre, il va aller que dans un club. T'as qu'un club finalement presque qui veut se le payer parce que le Real, Zidane n'en veut pas. Donc en fait, Bartomeu il se dit moi, je vais demander le minimum, ce qui m'arrange comme ça. Si je l'ai, oh putain, je m'en suis bien sorti. J'ai pas dit. Et si je l'ai pas, c'est pas grave, je m'en fous. Donc nous, c'est là où on est niqué. C'est qu'en fait, Neymar, il nous fout dans une panade pas possible. C'est pour ça que s'il reste, ça va piquer ses fesses un peu. Mais en tout cas, en plus Barcelone, même si Paris accepte le prêt avec option d'achat et réclame une grosse somme au 1er juillet 2020, comment ils vont faire à Barcelone? Parce que Dembélé, ils l'ont acheté très cher. Parce qu'en vérité, Dembélé cherche à l'évacuer depuis l'année dernière. Il voit bien, il fout la merde. Là, j'ai vu une interview de son cuisinier. Je sais pas si tu l'as vu. Il va prendre la moitié. Il dit que son entourage est catastrophique et ne laisse pas du tout. Mais c'est catastrophique. Là encore récemment, pour sa, je crois, j'ai entendu que quand il s'était là pour sa blessure là, il devait venir faire une IRM ou un truc comme ça. Ouais, il est pas venu. Ouais, il est pas venu. Il a dit qu'il était pas blessé. Il est parti au Sénégal. Il risque 200 000 euros d'amende, je crois. J'ai vu. Mais non, mais c'est un demeuré. Tu vois, il est très difficile à gérer, tu vois. C'est un demeuré. Voilà. C'est un moment donné quand t'es dans ce club-là, que ça fait 3 fois qu'on t'explique et que t'as encore cet entourage, c'est que t'es un demeuré. Voilà, à un moment donné, tant pis pour ta gueule, c'est pas grave, tu joueras dans des quartiers. Mais tu seras riche, mais bon. Mais tu vois, par exemple, moi je pense qu'ils ont une grosse chance de vendre Coutinho l'année prochaine, s'il fait une bonne saison Bayern. Donc ils vont récupérer du liquide, ils vont récupérer du fric. Je sais pas si le Bayern va vraiment mettre l'option, elle a 120 millions. 120 millions d'euros l'option Bayern d'achat. met 120 millions. C'est quoi, 20 millions? Il faut qu'il fasse une saison de dingue. Si c'est pas le Bayern, ça sera un autre club. S'il fait une bonne saison, il y a un autre club. C'est ce que je te dis, il faut qu'il fasse une saison de dingue. Parce que pour espérer récupérer 120 millions, il faut qu'il fasse la dernière saison comme il avait fait à Liverpool, quoi, tu vois. S'il fait pas ce genre de saison, il partira jamais à ce prix-là. C'est mort. 120 millions. Et puis le Bayern, on connaît ce club et c'est un club qui a pas l'habitude de dépenser autant. Ils viennent de mettre 80 millions ils sont en train d'opérer un virage. Sur Lucas Hernandez. Ils ont fait Lucas Hernandez. Le dernier record de transfert, c'était Tolisso. C'était 40 millions d'euros quand il vient de Lyon. Mais là, ils ont tendance plutôt à lâcher les chevaux. Et là, ils ont un renouvellement à faire, quand même. Ouais, et quand tu vois Lewandowski, ce qu'il disait en disant, il nous manque clairement des joueurs, on n'a pas un effectif taillé pour jouer la Bundesliga et la Ligue des Champions et toutes les coupes. Je pense qu'en interne, ça se bouge un peu pour. Oui, je pense que Rummenigge, c'est pour ça que Coutinho, c'est dans le sens là. Maintenant que c'est vraiment lui le patron du Bayern, Lyonnais, il est sur la fin. Il va changer de stratégie et effectivement, Rummenigge, je pense qu'il aura pas peur de dépenser. Il sait que maintenant, si tu veux concurrencer les autres grands d'Europe, t'es quand même obligé d'investir. Quand tu vois l'Atlético 120 millions sur João Félix, c'est très bien investi. Il est super jeune, il a remplacé Griezmann et dans 3 mois, les mecs ils vont oublier Griezmann. Il a déjà fait un super premier match, João Félix. Comment t'as dit? Il est portugais. Tu vois, faut pas se la raconter. C'est juste, il y a un J. Tu dis Joao. Putain, 2 fois. Si tu vois un pote qui s'appelle Joao, tu l'appelles Roao, déjà, il répondra même pas. Et oui, Joao. Moi, je saurai. Quand je croiserai un pote à moi portugais, je dirais. Mais du coup, ça te peut avoir l'occasion de lui dire, tu vois, je sais, moi. C'est Julien Cazard qui m'a dit. Et bon, t'es pas obligé de me citer, pas besoin. Les gens connaissent pas, de toute façon. Ouais, ça sauf bientôt, donc, on aura disparu, on sera tous morts. Mais pour revenir sur le cas de Neymar, moi, ce qui m'embête, c'est que je pense sincèrement que on en a pas parlé depuis le début, mais sa cheville, c'est un vrai problème. C'est pour ça que les mecs ne veulent pas mettre beaucoup de fric. Parce qu'ils se disent, c'est un truc à risque. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la cheville, je pense qu'ils sont pleins à s'arracher Neymar. Parce que c'est le meilleur joueur du monde dans les 3 prochaines années. Mais sauf que là, avec sa cheville, ça peut être Van Basten. C'est-à-dire le mec qui arrête sa carrière à 29 ans. Parce qu'il se la répète une fois, là, on n'y croit plus. Et là, tout le monde est là en train de... Moi, je l'appelle Miel Pops. J'ai l'impression qu'il trempe sa cheville dans du lait, ça craque. Donc il s'est marché dessus dans un match et c'est finir par pour 5 points. Mais Miel Pops, à chaque fois qu'il a fait un match, il s'est blessé. Là, c'est son nouveau surnom. Et les adversaires le savent maintenant. Mais ils le savent. C'est-à-dire que tu sais que en face, t'as un mec, t'as pas besoin de faire un truc qui mérite un carton rouge. Juste lui, il va. Tu laisses une petite semelle. Une petite semelle tranquille, et lui, il va se la faire tout seul, la blessure, en t'évitant. Donc, moi, je pense que le Real, le Barça, la Juve, ils sont intéressés, mais ils disent, attention, moi, si je mets 200 millions et qu'ils pètent dans un an, je fais quoi? Bon, le Barça, début juillet, le Barça début juillet a consulté plusieurs spécialistes, plusieurs orthopédistes pour voir si, d'abord, la nature de la blessure, si c'était vraiment bien résorbé. La plupart des spécialistes ont parlé d'une greffe osseuse. C'est la seule manière, en fait, pour qu'il n'y ait pas de rechute. Il faut vraiment faire cette greffe. Si le joueur ne fait jamais cette greffe, à chaque fois qu'il prendra un petit coup de crampon sur le pied ou même en le faisant, ça va péter t'es même pas et sûr. Ça va faire 2-3 mois. Même en le faisant, t'es pas sûr.
Bah a priori c'est. Et les médecins du Barça, ils l'ont pas tous les jours avec les IRM, les machins, tu vois, c'est les mecs du PSG qui l'ont. Et les mecs du PSG, je pense que s'ils veulent s'en débarrasser, c'est aussi pour ça, parce que je pense que nous en interne, on sait que Neymar, ça sent vraiment la merde. D'ailleurs, Leonardo a communiqué il y a pas si longtemps, il y a 3-4 jours sur RMC en disant qu'il était totalement rétabli. Que Oui, ça bah, blessure- il va tu pas dire vas vendre ta l'inverse. bagnole, tu vas dire que le moteur est pourri, toi. Alors je te vends ma caisse. Alors revanche, le moteur Mais il est failli. Alors vas-y. Il faisait suite à un article du Parisien qui était paru 2-3 jours avant, où l'ancien docteur du Paris Saint-Germain Eric Roland. s'était exprimé en disant que la cheville est en mauvais état, que la taille de la vis n'était pas bonne. Alors lui disait tout le contraire. Non, en même temps, il s'est fait licencier pour faute grave, donc c'est le jeu. Et donc il a fallu que Léo aille sur RMC pour un peu éteindre. Il est en phase de négociation, donc évidemment que ça l'arrange pas qu'on dise que le pied est super fragile. Bon, Ça, en c'est tout normal. cas, on a tout dit sur le dossier Neymar. D'ici jeudi prochain, pour le prochain podcast, on aura forcément des nouvelles positives ou négatives sur l'issue du dossier. Est-ce que alors juste parce que t'avais encore des idées mercato ou pas? J'allais parler du poste de gardien. Ah bah très bien. Des deux pistes. Et après, tu voulais prendre la parole sur Neymar? Non, pas du tout, parce que j'ai peur qu'on n'en parle pas du gardien. Non, justement. Alors, justement, on voulait évoquer le dossier du gardien parce que c'est aussi une des pistes que Leonardo active le plus, on va dire, avec les deux pistes les plus chaudes qui seraient Donnarumma, le gardien du Milan AC, et Keylor Navas, le gardien doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid. Mousse, est-ce que tu as des infos à ce sujet? Est-ce que Leonardo est vraiment en coulisses actif pour recruter un gardien? Oui, ils vont essayer de prendre un gardien. Le problème, c'est qu'il y a pas de grands gardiens sur le marché disponible. Effectivement, il y a Keylor Navas qui est la doublure de Courtois à Madrid. Je crois, parce que en fait, c'est un dossier qui avait déjà été amorcé par Antero Henrique fin mai. Il y a eu des rencontres avec l'entourage de Navas. Il n'était pas contre parce qu'il savait que de toute façon, il jouerait pas à Madrid. Arriver dans un club qui joue la Ligue des Champions et si on te dit tu vas être titulaire, évidemment que Navas est intéressé. Mais je sais pas pourquoi ça traîne en fait, parce que c'est pas très très cher. Alors peut-être que Léo considère qu'entre 15 et 20 millions pour un joueur de 32 ans, il me semble, On à qui il rappelle reste qu'il est un an de contrat. On a pris un gardien de 40 ans, donc on est plus à ça près. Après pour Donnarumma, je pense que ça va être très compliqué maintenant parce que le Milan n'aura pas le temps de se retourner, même sauf si vraiment Paris arrive et pose 50 millions d'euros. Le Milan il l'accompagne à l'aéroport, pardon. Et il vient. Mais d'après ce que moi j'ai compris et des échos que j'ai moi en Italie, on me dit que finalement il préférerait plutôt rester au Milan AC. Ouais, c'est ce qui se dit Parce même. en plus il y a l'Euro 2000, il y a l'Euro l'été prochain, donc il a pas trop envie de bouger. Et après il reste pas grand monde. Leonardo il s'était renseigné sur un très très bon gardien, celui de l'Ajax d'Amsterdam, Onana, qui a fait un arrêt formé au Barça. Il y a 2 jours là. Extraordinaire, très 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 bon gardien, jeune. Ça coûterait entre 30-35. Il a fait une bonne campagne de Ligue des Champions lui aussi. Alors je sais pas s'ils vont pas un peu s'enflammer. Et pareil, je vois pas l'Ajax s'en séparer aujourd'hui. On est le 22 août. Il y en a un, c'est peut-être un peu tard, mais moi, tu vois, il y a 2-3 ans, moi il y a un mec que je trouve super fort et qui est ultra sous-coté, c'est Handanovic. Ah, le gardien de l'Inter Milan. Parce que lui, je trouve en termes de mentalité, lui, il a peur de rien. Ah bah sur le but de Del Castillo, lui il y va avec les 2 points, il arrache la tête. Il arrache tout. Non mais moi j'aime bien parce que moi je pense qu'on a besoin d'un mec au-delà qui a du niveau mais qui a peur de rien. Je pense que c'est ça qu'il nous faut. C'est pour ça que moi j'adore Navas. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'il vienne à Paris, mais j'ai un peu peur. Je sais pas pourquoi, c'est un pressentiment que ça le fasse pas au PSG, parce que c'est un gardien c'est un gardien qui est excellent sur sa ligne, qui a des réflexes incroyables, mais c'est pas un mec qui en impose, c'est pas un mec qui va sortir aux 10 mètres. Et au Real, ça marche parce que devant lui, il a Ramos. Et Ramos, il te gère la défense d'une main de maître. Nous, dans une équipe qui a l'habitude de reculer en Ligue des Champions ou quand ça va pas, quand on subit, j'ai peur que Navas, ça soit bon. Ouais, mais moi, ça je pense qu'il faut un mec qui a une envergure, voilà. Mais pas que physique, une envergure, un mec qui va rassurer, un espèce de Buffon plus jeune. Voilà. Non, mais de toute façon, même si tu prends Navas, c'est reculer pour mieux sauter. Il a 32 ans. Quoi qu'il arrive, t'auras pas encore réglé ce problème-là. Moi, je pense qu'ils auraient vraiment dû insister avec David De Gea. Il y avait vraiment une possibilité de le prendre. C'était un peu cher. Mais de toute façon, ce problème, tu vas l'avoir. Je crois je suis pas sûr s'il lui reste 1 ou 2 ans de contrat. Mais Manchester, quand, il a prolongé là, il a prolongé. D'accord. Après, Antero, il l'avait approché cet hiver. Ils en voulaient, il me semble, soit 50, moi, je sais pas pourquoi on a lâché sur Oblak. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, Yann Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid. Vu le nombre de mecs qui sont barrés. C'était 100 millions, Oblak. Il pouvait pas les sortir. On était en plein histoire de fair play financier avec les. Non, mais là, cette année, oui, mais là, je sais pas s'il a pas prolongé au Black à l'Atlético. Je sais pas du tout. J'ai pas l'info là. Le vrai regret. De toute façon, si tu voulais le prendre, il fallait le chercher en fin de saison pour que l'Atlético puisse se retourner et en chercher un autre. Ils l'ont pas fait.
Ils l'ont pas fait. Donc du coup, moi, je pense que cet été, on va pas régler le problème de gardien parce Mais que ils vont forcément en prendre un parce que tu peux pas avoir comme deuxième gardien le jeune polonais. ça, c'est sûr. Moi, je parlais surtout d'un mec pour concurrencer Areola. Ça va être très compliqué à trouver d'ici le 2 N'importe septembre. quel mec concurrencera l'Areola pour moi. Ouais, mais il y en a. Non, mais vraiment, c'est pas une blague. Je sais, Julien, mais le problème, c'est qu'il y en a pas. Il y a personne de Mais disponible. c'est l'intérêt d'avoir des scouts, c'est-à-dire que les mecs qui vont. Il y a No Black, il sortait d'où, franchement? T'avais entendu parler de lui avant qu'il soit un super gardien? Bah, non. Slovène, un gardien slovène. Voilà, gardien slovène. Oui, mais le directeur sportif de l'Atlético, c'est Bertha. Voilà, mais Voilà, quoi. moi, C'est j'espère. C'est sûr que non, mais niveau Leonardo, recrutement, quand il est allé Parce que chercher Leonardo, il Marco veut que Verratti. Donnarumma, hein, tu vois. Donnarumma, je suis Oui, pas mais sûr parce que ce qu'il veut soit faire sa meilleur cible qu'Areola. Madine Serie A comme il fait tous les ans depuis quand il est arrivé au PSG. Mais est-ce que selon toi, Donnarumma, c'est un gage de sécurité Pas du tout. une fois Non, qu'il non, sera là? Pour moi, pas du tout. C'est un très bon gardien, mais c'est pas ce qu'il faut au PSG. On va se retrouver encore avec, si jamais on le prend, et si, allez, après 2-3 boulettes, tout le monde va lui tomber Bien dessus, sûr. il va encore avoir la pression, parce il est jeune, hein, il a 20 ans, 20 ans. 20 ans, tu vois. 20 ans. Il est super jeune, il aura une pression de dingue. C'est pour ça que je te dis que moi, c'est soit tu t'attends que Derrea arrive en fin de contrat ou t'essaies en janvier d'essayer de le boucler au moins pour l'été 2020 et tu repars là avec un vrai gardien pour 4-5 saisons. Si tu prends Navas là, il fera peut-être 2 saisons. En plus, il faut que tu vendes Areola, faut que tu trouves une porte de sortie parce qu'il sera pas numéro 2. Honnêtement, je t'avoue que là, si un mec qui fait 2 saisons au top niveau, moi je prends. Parce que ça te laisse le temps, ça te laisse 2 saisons pour en trouver un. Mais en tout cas, il faudra que même si tu prends un Carras, il faut que tu ailles chercher un gardien. Tu sais, les grands clubs, chaque saison, il n'y a pas de saison de transition. Julien, Onana, tu prends de l'Ajax ou pas? Je sais pas. Non, mais c'est impossible, Moi, de toute façon. C'est impossible. Oui, non, mais C'est un super gardien. Mais là, franchement. c'est trop tard. De toute façon, le Pourquoi championnat a repris. Bah, parce que Là, l'Ajax se oui, vendront pas. ça va Le être championnat a compliqué, repris. évidemment. Ils jouent les matchs de tour préliminaire de Ligue des Champions. Là, ils sont trop occupés, je pense, avant Mais de en s'ils tout début de qualifient, mercato, ils auraient pu. S'ils se qualifient, imagine, ils se qualifient là. C'est quand le match retour, c'est dans une semaine. Ouais. Ils se qualifient. Ils sont assurés de faire la Ligue des Champions. Ouais, mais tu perds ton gardien titulaire quand même. C'est pas un mec Ils ont de perdu rotation. tellement de mecs. Ouais, Ils sont plus à ça près. Hein. Pas tant que ça, finalement. Ils ont perdu De Ligt, De Jong. De Jong. Comment il s'appelle? Il reste. La Sechon, il est comment il parti s'appelle? Van de Beek, il reste. Ziyech, Van de Beek, ouais. Ziyech, il a prolongé. La Sechon, il Ouais. est parti. C'est un mec important. il est parti en Italie. L'attaquant est resté. Après, il y a peut-être, c'était pas un attaquant titulaire, mais Dolberg qui a Dolberg, peut-être il se barre, signé hein. à Nice. Ouais. Normalement, il devrait venir à Nice. Ouais. Paulo Dybala. Oui ou non, la Juventus, Dybala, c'est pas il y a- encore sûr qu'il reste. Dybala, La il y a- Juventus veut le faire partir. Il y a lui, un veut vrai de intérêt du rester. Paris Saint-Germain depuis la fin de saison dernière. Même Antero Henrique pensait déjà à lui. Léo, lui, c'est sa piste prioritaire parce qu'à chaque fois on disait que c'était à l'époque on parlait de Milinkovic-Savic. On disait que c'était la priorité, absolument non. Ça, il s'est renseigné, mais c'était pas du tout une priorité. D'abord, c'est pas le même poste, mais sa vraie priorité en Serie A, c'est Paulo Dybala. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que la Juve veut absolument vendre, et pas que Dybala d'ailleurs. On parle aussi de Mandzukic, Matuidi. Il faut que la Juve dégraisse parce qu'ils ont fait 2 gros mercatos. Et surtout, ils ont une masse salariale qui est en train d'exploser avec le salaire de Ronaldo, plus celui qui vient de donner à De Ligt. C'est les Rabiot. Voilà. Donc, c'est un joueur que tu peux faire facilement, en fait. Parce que la Juve est vendeur. Et puis lui, il veut rester à la base, il aimerait bien rester à la Juve. Mais il a son meilleur pote qui est au PSG, Leandro à Paredes. la personne de Leandro Paredes, qui fait aussi un peu le forcing pour le faire venir. Donc je pense vraiment, ça peut être le coup de l'été. Et ça, c'est un dossier qui est hors Neymar. Hein. C'est pas du tout, on vend Neymar. C'est pas à la base, affilié, c'était ça. ouais. Mais aujourd'hui, tu sais pas si Neymar reste, tu sais pas dans quel état d'esprit, s'il va rejouer, s'il va reporter. Si ça se trouve, il va pas jouer tellement, il va faire sa tête de con, il va peut-être pas jouer jusqu'à la trêve et peut-être l'évacuer en janvier, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'il anticipe avec un élément offensif et toute son énergie aujourd'hui, elle est sur Paulo Dybala. Une attaque que- à deux avec un 9,5 comme Dybala et Mbappé, moi je trouve que ce serait pas dégueulasse. Et là, on signé. retrouverait Cavani sur le banc. Et- Normalement, si tu fais Dybala, vu que Cavani veut pas prolonger, et moi je trouve que c'est normal, si tu veux pas prolonger, t'as 33 ans, tu feras la doublure et on te laissera partie libre la saison prochaine, il y a aucun problème. Et comme l'a dit Mousse, c'est un coup à faire. Et surtout, moi, ce que j'appelle c'est un joueur pratique. C'est-à-dire qu'avec Dybala, tu peux le mettre devant, tu peux le mettre en faux neuf, tu peux le mettre en meneur, tu peux le mettre à droite, tu peux le mettre à Alors gauche. par contre droite et gauche, je trouve qu'il Ouais, il a un peu. Ouais, il a- mais il il peut- manque un ses peu de meilleures caisse saisons, physique. c'est plutôt pour moi en- ça reste. en 9,5. Tu peux le mettre partout, mais au niveau de l'axe, je pense. Ouais. Hein. Il sait dribbler, il sait orienter le jeu, il sait finir. C'est vraiment un joueur qui, il y aura une vraie utilité sur le front de l'attaque du PSG Et si puis on a Dybala. comme on ne sait pas si Tourelle va finir la saison ou pas, vu qu'il y a Allegri Ouais. dans l'esprit de Qui est sur le périph', là, qui Leonardo, c'est son ancien joueur. Donc tu vois, tu prends Dybala et puis tu dis, tu vois, voilà, Après, quand sous il va Allegri- venir, tu auras ton ancien joueur, il sera là. Après, il sera- sous Allegri, c'était pas Allegri, c'était pas l'entraîneur préféré de Dybala non plus. Hein. Il le mettait quand même pas souvent.
Ah mais Merci d'avoir niqué l'ambiance. L'année dernière, il fait 40. La saison dernière, il fait combien de matchs? Il fait 42 matchs, je crois. Mais déjà la meilleure saison d'Allegri, il est titulaire. C'est déjà pas mal. Quand tu il vois. va oui, mais c'est plutôt les saisons d'après où il a commencé un peu à être. C'est juste parce que Ronaldo est arrivé. Oui, mais après il a mis plutôt Mandzukic en neuf. Moi, j'ai regardé ses stats hier. Il fait 42 matchs, sauf qu'il marque beaucoup moins que les saisons précédentes. Il met 10 buts la saison dernière et 5 passes décisives, il me semble. Parce qu'Elie, c'est pas son truc. Exactement. Si lui, on connaît, c'est une sorte de 9,5 peut jouer à un attaquant. Si tu le mets sur un côté, évidemment le rendement il sera moins important. Mais Dybala, c'est vraiment un joueur que Paris peut faire assez rapidement. Et pour les latéraux, rapidement, est-ce que ça serait possible de recruter un latéral type Rafael Guerreiro de Dortmund ou Youssef Attal de Nice? Est-ce que c'est possible dans les tuyaux ou pas du tout? Ce sont deux joueurs qui ont été étudiés par la cellule de recrutement. Pour Attal, on va y voir un peu plus clair parce que la vente de l'OGC Nice a été actée, donc ça tout va bien, c'est passé hier. On va voir ce qui va se passer. Je sais pas s'ils vont revenir à la charge parce que c'est un dossier qui avait été entamé par Antero Henrique depuis mars dernier. Il y a déjà eu une rencontre entre Henrique et les représentants après le match de Youssef Attal. PSG Nice d'ailleurs. Voilà. Il avait fait un très très bon match au parc. Parce qu'ils se sont vus deux fois, je crois. Ils se sont vus une fois en mars et après encore une fois en fin de saison en mai. Donc il y avait Semedo qu'ils espéraient, mais bon là je pense que c'est terminé. Et après en latéral droit, moi j'attends de voir l'issue de Strasbourg en Coupe d'Europe là. Parce que Kenny Lala, je suis pas du tout sûr qu'il reste à Strasbourg. Quand tu vois ces déclats de moi je serais Leonardo, je garderai un œil sur lui quand même. Là c'est pareil, Kenny Lala, c'était Antero Henrique qui s'était penché un peu sur son cas. C'est pas ça, moi je trouve que ça. Je trouve que c'est un bon arrière droit et je trouve surtout que le PSG n'est pas assez, il pioche pas assez en Ligue 1. Il y a des joueurs en Ligue 1 que tu peux faire entrer dans la rotation. Ouais, mais pourquoi, Mousse? Parce que dès que le PSG est acheteur, on gonfle le prix de 30 millions et c'est pas que ça. Je pense pas. T'as vu les dernières comme expériences? Oui, dernière expérience, Kurzawa, Serge Aurier, des mecs qui étaient des tueurs dans leur club, qui sont devenus des cassos chez nous. Donc je pense que ça a dû refroidir pas mal de gens. Et les anciens Ligue 1 qu'on a pris, c'était Cabaye, Stambouli, et donc ça se passait un peu. Youssef Attal, ça serait entre 30 et 40 millions pour un mec qui a une saison dans les jambes en Ligue 1. Qui est pas complètement fini non plus, moi je trouve. Il manque un peu de discipline parfois. Ouais, mais je trouve qu'il a un bon esprit. Ah oui, ça par contre. Il a pas le côté. Alors tu vois, je vais mettre les pieds dans le plat. Il a pas le côté cité qu'ont certains mecs quand ils arrivent à Paris. Parce qu'il faut savoir un truc, il y a des gars, ils sont super nickel quand ils sont à Toulouse, quand ils sont à Monaco, ça. Et quand ils arrivent à Paris, ils retrouvent tous les potes qui leur mettent une pression de ouf. Tout de suite. Ça peut pas être le cas du Youssef Attal. Et parce qu'il est algérien d'Algérie. C'est un blédard. Et c'est ça, mais c'est ça. Non mais c'est pour ça que mais tu me le dis pas, c'est pour ça que je te le dis. Exactement. C'est que justement lui, c'est pas le mec où il y a tous les gars qui vont lui mettre une pression de ouf et qui va retomber dans ces trucs de les gars en bande et tout, parce que c'est ça qui arrive à Serge Aurier, qui tout d'un coup les mecs ils jouent un peu, tu sais, ils aiment bien, ils jouent un peu le rap. Ils commencent à être dans le rap game, parce que quand t'es à Toulouse, t'es pas dans le rap game. Quand t'es à Monaco, t'es pas dans le rap game. Mais dès que tu reviens à Paris, ton entourage à la con commence un peu à être là, il revient, les copains, les machins. Et c'est pour ça que ce club il est dangereux et que tous les mecs qui sont des mecs de Paris, d'origine parisienne ou de région parisienne, il y a un danger si jamais les entourages peuvent à un moment donné avoir accès à eux. Donc c'est pas une généralité, tu vois. Par exemple, je pense que Gay il est pas dans ce cas-là, tu vois. Mais faut toujours se méfier de ça. Et il y a Youssef Attal, ce qui est bien, c'est justement ce gars-là, il est pas là-dedans lui. Il est pas dans ce mytho-là. Il a pas grandi à Paris. Il a pas grandi à Paname, il va arriver, il va être bien cadré, il y a pas des mecs qui vont lui casser les couilles autour de lui. Donc moi c'est pour ça que moi j'aime bien ce genre de profil. En tout cas, quand tu signes au PSG, le seul truc à faire c'est que tu vas manger au César directement. Ça c'est la base. C'est pas la meilleure, mais bon. C'est la cantine. Bien sûr, c'est la cantoche. Rapidement sur les latéraux, on parle beaucoup des arrières droits au PSG. Pour moi, si on parle juste d'un point de vue numérique, on a plus besoin d'un défenseur gauche que d'un défenseur droit. Sans parler de la qualité des défenseurs droits qu'on a aujourd'hui, on a Meunier, on a Dagba et on a potentiellement Kehrer. Aujourd'hui, à gauche, si Bernal se pète, c'est qui? C'est Di Maria? C'est compliqué. Kurzawa. Mais non, Kurzawa, il est out depuis 2 ans. Donc Kurzawa, il peut plus jouer. Ah si, il jouera quand même. Il a joué. Alors, il est rentré. Alors, il faut savoir que comment il s'appelle notre ami qui vient de Dortmund, qui vient de signer. Défenseur central. Abdou Diallo. Lui, il a été pris parce qu'il peut jouer arrière gauche. Oui, c'est un mec qui a un vrai sens de la relance, qui peut casser les lignes et tout. Donc lui, d'ailleurs, on le voit. Donc lui, c'est ça. Il a été pris pour ça. T'as Nsoki qui est pas encore parti. Donc ça peut être une solution. Et t'as même Kimpembe, vraiment, si t'es en galère totale. Tu peux aussi mettre. Je pense que mais Kurzawa, il est plus dans le groupe depuis longtemps. Mais Diallo, il est là aussi pour ça. Il joue jamais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est sur le banc de touche. C'est une option. C'est pas comme si c'est pas Ressé ou Choupo-Moting. Il est très régulièrement à l'infirmerie quand même.
Là, il s'est fait, depuis qu'il s'est fait opérer, il est revenu. Pour l'instant, ça va. Il a plus de blessures simplement, non, mais simplement, il joue pas. Simplement, il préfère Bernat c'est normal. Même si pour moi, Bernat défensivement, il est nul. C'est mais très il compense. compliqué. Mais c'est pas grave. Quand tu es dans une équipe comme le PSG, si jamais tu mets assez de pressing en attaque, donc t'obliges les autres à défendre. Bien sûr. Meunier, moi, ça me pose un problème parce qu'il a tellement perdu confiance qu'il n'a plus l'impact qu'il avait offensivement. Il mettait un tel impact offensivement que si t'es intelligent avec 3 milieux, tu peux compenser les montées. Mais le mec, il met un tel impact offensivement à l'époque que du coup, les gars, ils étaient pas la fête. Là, aujourd'hui, comme il est fébrile, il a pas d'impact offensif et comme il est pas très bon défenseur, là, tu vois ça. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, c'était peut-être le meilleur arrière droit d'Europe et qu'il disait que les Belges, ils avaient perdu parce qu'ils avaient pas Meunier contre nous. Donc, tu vois, il est pas devenu complètement nul. Juste pour finir sur Guerreiro, parce que j'ai pas répondu, Guerreiro, c'est encore possible, parce que de toute façon, il lui reste 1 an de contrat, il a pas prolongé, et si jamais même Paris fait une offre le 1er septembre, Dortmund sera obligé de le vendre, sinon il sera libre en janvier, et là, ils peuvent au moins récupérer 15 millions. Là où j'ai pas la réponse, c'est est-ce que c'est conditionné à un départ de Kurzawa? Ça, franchement, j'ai essayé de chercher, j'ai même posé, on n'a pas voulu me beaucoup répondre. d'offres pour Kurzawa, j'ai l'impression. Je pense pas. Donc mais si c'était pas le cas, Julien, 15 millions, sauf si c'est Léo qui bloque. Parce que Tuchel le veut, ça y a pas de souci. Il l'a eu à Dortmund, Tuchel le veut absolument. Mais je sais pas si 15 millions, c'est pas cher. Acheter tous les joueurs de Tuchel, sachant qu'il sait pas s'il y aura Tuchel dans 3 mois. C'est pour ça que je te dis, il lui a filé Sarabia, s'il avait dû venir, Gay. Il serait venu depuis longtemps déjà. Tu vois, c'est pas très très cher. Donc moi, sur la fin de mercato. Alors, encore une fois, s'ils peuvent l'arrière gauche. Bon, on vient d'en parler. Un arrière droit, mais encore une fois, sur le marché, il y a pas. On parlait de Kenny Lala, pourquoi pas. Ça, c'était un nom qui avait été coché par Antero Henrique. Le gardien, on en a parlé. C'est pareil. Il faut voir ce qu'il y a disponible sur le marché, etc. Il reste 10 jours. Ouais. Et Leonardo, t'as du taf. Voilà. Et pour le cas Neymar, rendez-vous au prochain épisode. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le mercato. Avant de conclure l'émission, on va terminer par une petite rubrique, le prono décalé. Qu'est-ce que c'est le prono décalé? Eh bien, on va pas faire comme toutes les émissions pour donner le score de PSG Toulouse, on s'en fout. Chacun, vous allez me donner une prédiction sur le match. Voilà, vous lisez dans votre boule de cristal, vous invoquez les dieux, ce que vous voulez, mais vous me dites un truc qui va se passer dimanche. 2-0. Non, 2-0, doublé de Gradel pour Toulouse. Non. Moi, par exemple, ma prédiction, je prédis que Meunier, dès la 3e minute de jeu, il va sortir parce que Tourelle, il a oublié qu'il a mis sur la compo de départ. Par exemple, que Draxler va faire plus de 2 km dans le match. Voilà. Moi, les gars, on commence. Allez, Mousse. Ouais, c'est que Verratti prendra son carton jaune, comme d'habitude. Ah, tu te mouilles pas. C'est décalé, ça. C'est vrai que ça, on aurait pu le dire. Commence doucement. Mais il est chaud, il a déjà pris 2 cartons, je crois, en 2 matchs. Il a donc s'il en prend un, il est suspendu pour après. C'est pour ça que je pense qu'il l'aura, parce qu'il est bien chaud, là, en ce début de saison. Moi, au vu du retournement de veste des supporters du PSG en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, je pronostique, un vieux 0-0, un Cavani ultra mauvais, un Cavani sorti par Tourelle et un Cavani sifflé par le Parc. Comme ça, en 2 matchs, le Parc aura sifflé ses 2 stars, Neymar et Cavani. C'est la science-fiction, là. Ouais, là Julien, ta prédiction. Moi, c'est un peu délirant, mais je vois une entrée de Choupo-Moting. Et une entrée positive. Une entrée, genre étonnante. Genre, ouais. Genre buteur? Là, c'est carrément de la science-fiction totale, mais peut-être. En tout cas, non, mais je vois une entrée de Choupo-Moting. Je vois une entrée en fin de match de Choupo-Moting. Ça, si c'est pas décalé, c'est ce qu'il te faut, quoi. C'est vrai que genre, au sortie du match, il vaut 10 millions, quoi. Là, tu le vends, hein. Tu le vends, là. Tu le vends. Franchement. Tu fais un échange avec Dybala. Moi, honnêtement, je le fais entrer à 10 minutes de la fin si tu mènes au score, hein. On verra ça dimanche contre Toulouse à 21h au Parc. Merci à tous de nous avoir écoutés. Julien, tu reviendras nous voir, j'espère. Merci à toi d'avoir été avec nous. Si vous avez les moyens, oui. On a plein d'argent. d'argent. Que vous avez cassé toute votre tirelire de l'année pour ma venue d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, va falloir économiser, les gars. Ou alors, avec fini, option au Parc avec les loges, payable obligatoire l'année prochaine. Alors, combien l'option? Un ticket resto et puis 2 €, ça te va? Un ticket resto? Mais les gars, mec, moi, il me faut un ticket. C'est combien, ces gars? Combien sur un ticket resto? 100 €? Sur un ticket resto? Ouais, non, c'est 9 € les tickets resto. Oh là, mais ça fait longtemps, moi, que je suis plus dans le... Attends, mais kebab, hein. T'es pas kebab, tacos tout, toi, non? Tu manges la grande gastronomie. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci à toi, Mousse. Merci Clément. Merci Julien. À jeudi prochain sur To Go, avec la Team Paris United pour le hors-jeu Capital.